Le dev perso te dit deviens la meilleure version de toi-même, ce qui veut dire tu es une merde, déteste-toi, accepte-le et mets-toi en tête que tu dois devenir la version idéale de toi-même qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Croire qu'on est autodéterminé sur tout, c'est être dans le sentiment de toute puissance, c'est vouloir tous devenir des mâles alpha et donc s'épuiser et finir en burn-out, se prendre une énorme claque de réalité dans la gueule par la vie et revenir à sa place. Le grand remplacement, ça n'est que la nature qui s'autorégule. Les plus vigoureux, les plus agressifs remplacent les moins vigoureux, les moins agressifs. Le contour dans une voiture, pour moi, c'est ça le niveau de stress. En sous-régime, quand le stress est trop bas, il n'y a pas de performance. Quand t'es à 10 000 tours minute, il y a trop de stress, tu vas péter le moteur. La plage idéale, elle est au milieu. Le stress, c'est ton meilleur ami. S'il n'y avait pas de stress, on serait tous dans nos canapes à rien foutre. On a tous besoin de craindre Dieu parce que sinon, on est noyé dans l'incertitude et le chaos du monde. On est paralysé par le stress et on fait rien de nos vies. La plupart des gens qui se sont déjà intéressés à tout ça, ils font trop. Ils ont tout complexifié et c'est ça qui les détruit en fait. Il faut juste revenir à du putain de bon sens. Bonsoir à tous, c'est Artie de Adomeos. Bienvenue sur le bunker. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans une nouvelle émission du Bunker. Pour ceux qui nous découvrent, le Bunker, c'est une émission de divertissement. On y parle d'expatriation, de business, en ligne ou pas, et de Bitcoin. Ce soir, on reçoit Artie de Adomeos, c'est ça? C'est ça. Et donc, on va discuter de divers sujets, mais étant donné que les thèmes de la chaîne nous rapprochent systématiquement de l'expatriation, de l'entrepreneuriat, mais aussi de Bitcoin et de la self-custody, c'est-à-dire détenir soi-même son argent, on sait tous qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et donc la thématique, ce sera un petit peu de savoir la liberté, oui, mais à quel prix? Est-ce que tu veux te présenter succinctement, Artie? Avec plaisir. Merci les gars, vraiment, ça me fait très plaisir d'être là. J'aime beaucoup vos émissions, je les écoute sur la route, ça me régale à chaque fois. Cette fois, c'est mon tour. Moi, c'est Art Milan, Artie, Adomeos sur les réseaux, Adomeos. Bientôt 32 ans, on va dire business en ligne depuis pas mal d'années, business en dur aussi avant, on aura l'occasion d'en reparler. Et moi, aujourd'hui, je parle principalement de stress, de santé physique et mentale, mais aussi de plein d'autres sujets qui s'y connectent facilement. Sujets que vous-même vous développez ici, souveraineté individuelle, économie, investissement, bitcoin, entrepreneuriat, psychologie, sociologie, manipulation, toutes ces choses-là, pour moi, se rejoignent à un endroit, c'est le stress et c'est pour ça que j'en ai fait mon sujet de prédilection. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. On a cette discussion dans un contexte un peu particulier et difficile en France notamment, car on parlait de Bitcoin juste avant et faudrait vivre dans une grotte pour ne pas connaître l'actualité. C'est-à-dire que la France est devenue championne du monde des crypto-rapts, c'est-à-dire des attaques, des kidnappings, des séquestrations, des cambriolages et de tout ce qui s'ensuit en rapport avec les détenteurs de crypto au sens large et de Bitcoin. Voilà. Donc en fait, le point que je veux souligner ici, et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et GG en parle très bien, c'est que jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à 2025 en fait, détenir du Bitcoin soi-même et en self-custody baissait ton niveau de stress de manière incroyable parce que tu savais qu'on ne pouvait pas te la piquer, que l'État pouvait pas te la saisir, que tu pouvais pas te faire censurer et que tu pouvais pas te faire diluer surtout par la création monétaire. Et il y a eu un tournant, c'est-à-dire qu'à partir de 2025, en fait, le modèle de menace a changé parce que du coup, détenir du Bitcoin soi-même, c'est aussi avoir la responsabilité de le garder, de le sécuriser. Et on voit bien avec les événements récents que c'est pas si facile dans un contexte où il y a des gens qui peuvent faire des recherches sur toi, t'identifier, te retrouver, voire même s'en prendre à ta famille. Voilà. GG, tu as un truc à rajouter là-dessus? Non, mais même au-delà de ça, même si tu vas au-delà de l'aspect crypto, c'est vrai que nous, on parle souvent d'expatriation, de digital nomadisme. Et en fait, il y a des aspects dont parle Artie. Et d'ailleurs, je pense que c'est important qu'il parle de ça parce que c'est des sujets dont on parle pas assez. C'est que, par exemple, quand tu sors du salariat et que tu deviens un infopreneur et que tu voyages, tu te confrontes à d'autres problèmes, à des problèmes de solitude, à des problèmes du fait que, vu que tu es auto-entrepreneur et que tu te lances, maintenant, il va falloir que tu travailles 2, 3, 4 fois plus. Va falloir que tu segmentes bien, que tu réussisses à ségréguer ta vie perso, ton taf, tout le stress qui va avec, le fait que c'est des trucs à la con, mais quand tu taffes sur un ordi de chez toi, en fait, t'enlèves le côté, tu dois sortir de chez toi, te doucher, rencontrer des gens, aller au bureau. Et il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à s'adapter à ça. Et je pense que c'est des sujets dont on parle pas assez dans nos sphères. Donc, je suis hyper hyped d'avoir Artie et je pense qu'on va avoir des conversations intéressantes. C'est sûr, mais oui, comme tu dis, l'excès de confiance est vite arrivé et en fait, on peut vite tomber de haut, ouais. Surtout quand on est entrepreneur en France. Il y a un autre point qui est important, c'est que pour les gens qui
soit qui ont des side gigs, les gens qui ont des petites missions sur les côtés à côté de leur travail de salarié, ou bien qui se lancent complètement en freelance ou peu importe sur le business en ligne, etc. Il y a d'autres sources de stress dont on ne parle jamais, ou en tout cas que j'entends pas parler. C'est le fait d'être constamment surexposé à l'information, avoir du mal à se concentrer, avoir du mal à se mettre, on va dire, une certaine autodiscipline. Et en réalité, les vecteurs, alors tout à l'heure, on parlait des vecteurs d'attaque un petit peu plus, sécurité, mais là, on parle des vecteurs d'attaque sur ta personne, sur ta capacité à générer du pognon, qui sont multiples, parce que tu as les distractions, tu as peut-être ton manque d'habitude à te discipliner, tu as tout un tas de choses. Donc, je suis très content qu'on ait cette discussion ce soir. Mais même au-delà de ça, tu sais, les gourous de l'e-commerce, tu vois, les mecs qui sont sur Twitter toute la journée et qui te partagent des captures d'écran de leur compte Shopify, ils te parleront jamais parce qu'ils veulent te vendre des formations du fait que, en fait, si quand tu étais salarié, tu gagnais 4000 balles par mois et que tu te passes en auto-entrepreneur et que tu gagnes 6000 balles par mois, mais que tu travailles 3 fois plus, que ta meuf tire la gueule, que tu n'as pas le temps d'aller au sport et que tu es en train de briser un peu toute ta vie à côté, est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle? Et en fait, il ne faut pas montrer cette vision édulcorée de l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça demande des sacrifices et ça demande de changer d'organisation et ça peut amener des risques que Arty pourra plus nous en parler ce soir, quoi. Vous avez bien cerné le truc. Ouais. Toi, tu as été confronté directement à ces problématiques, n'est-ce pas, Arty? Le fait de se lancer en tant qu'entrepreneur? Le fait de se lancer, et puis aussi d'avoir besoin de se mettre une certaine discipline et puis de trier, de réussir à faire le filtre pour pouvoir être efficace, avancer. Particulièrement, oui, parce que moi, de base, je n'ai aucune capacité de me concentrer, je pars dans tous les sens, je m'intéresse à tout. C'est un avantage à certains niveaux, mais c'est un énorme désavantage à d'autres niveaux, surtout aujourd'hui où, comme tu l'as dit, on est hyper stimulé, il y a beaucoup trop d'infos et on est matraqué de stimulation dans tous les sens. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes pendant des années, énormément de problèmes. J'aimerais que tu nous parles un petit peu, tu nous as dit qu'est-ce que tu faisais dans l'intro, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. D'où il vient, Doméos? Bon, je commence. Quel niveau de détail dans la discussion? T'as commencé par la nutrition à 16 ans. Non, Ouais. tu peux commencer par le niveau de détail. Comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Il me semble que je ne me trompe pas en disant que tu es passé par le milieu de la photographie avant ça. Ouais. Il y a eu plein de trucs, plein de trucs. Bon, moi j'ai grandi en pleine campagne de parents entrepreneurs. Je me suis intéressé au stress parce que j'étais le premier concerné. J'avais de gros problèmes à régler, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insécurité, beaucoup de tout ça. À 16 piges, je commence à faire du sport parce que ma sœur me battait au bras de fer à l'époque, je le vivais très mal. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et du coup, je commence à faire de la muscu, hop, je m'intéresse. Il y a YouTube à l'époque, il y a quelques forums, il y a des bouquins, donc je commence à lire. Je me dis, la nutrition, ça a l'air intéressant. Et puis la nutrition, c'est un truc compliqué où tu peux aller mettre plein de contrôles et tout pour bien exercer du contrôle et te rassurer. Donc je m'intéresse à ça. Après, je m'intéresse au sommeil, je m'intéresse à la psychologie, je m'intéresse à tout un tas de sujets qui s'empilent les uns par-dessus les autres. Pendant des années, je découvre la méthode Lafay à l'époque, qui m'a fait gagner 10 ans. Je m'intéresse au stress, à la socio, de Lavier. J'écoute beaucoup de Lavier depuis à l'époque, il y a 10 ans. On sent que tu as été imprégné de Lavier sur les calories et ta vision du monde. D'ailleurs, j'adorerais voir un débat Lafay de Lavier, mais ces deux connards pleins de... Je les adore, hein, mais je me permets, ces deux connards pleins d'ego et complètement mégalos sont incapables de se parler. C'est l'apanage des hommes intelligents, ça. Ouais, putain. Gundy, il me fatigue. Je l'aime bien, j'ai de l'affection pour lui, mais je trouve qu'il est un peu ravagé, Gundy. Donc bref, il y a ça. Je fais des études vite fait, je fais 1 mois et demi d'école d'archi, je me casse, c'est l'enfer, c'est un asile de fous à Paris. Après je fais un BTS photo, c'est de là que ça vient la photo. Là on est en 2014-2016, en même temps je commence le business en ligne, je fais du marketing de réseau, l'enfer, quasiment le nazi. Donc voilà, après je fais de la photo, je fais un peu de la photo avec une boîte qui est un peu comme le Uber de la photo, qui fait de la mise en relation. En même temps, je commence à trader, à m'intéresser au marché financier, tout ça, à comprendre l'économie, la création de valeur. Je me rends compte que c'est un peu comme la santé, en fait, c'est un peu les mêmes lois derrière. On pourrait y revenir si vous voulez. Et je voyage aussi pas mal en 2018-2019. Je reviens, je crée ma chaîne YouTube. Et en 2000, donc j'ai fait de la photo de 2017 jusqu'à 2022, 23, 24, où ça commence à bien marcher, même très bien. Je fais de la photo d'architecture à l'époque. Et je lance Adomeos en 2022. Il y a des questions qui me régalent. Tu peux nous expliquer ce que c'est ta chaîne YouTube, Adomeos? Ouais, avec plaisir. En fait, en 2019, sort le tome 2 de la méthode Lafay qui parle de gestion du stress. Et je me dis, putain, c'est brillant, parce que ce mec, quand même, il avait 20 ans d'avance. Olivier Lafay, quand il a sorti sa méthode en 2006, et les références littéraires de ce mec-là, c'est des putains de génies. C'est
C'est Henri Laborie, qui est un mec dont je me suis énormément inspiré sur ses travaux sur le stress. C'est Alice Miller, qui parle des traumatismes de l'enfance et des répercussions chez l'adulte. C'est Alexandre Lowen, qui a écrit des bouquins, notamment un que je suis en train de finir, là, qui s'appelle La peur de vivre, qui parle de thérapie, de psychanalyse. C'est que des trucs extrêmement intéressants. C'est Edgar Morin. C'est des bouquins qui parlent de cybernétique, de pensée complexe, de systémique. Et en fait, bah, ça, c'est les principes aujourd'hui autour desquels j'ai développé mon approche de la santé, et c'est aussi les principes qui m'ont permis de comprendre l'économie. Bon, je suis un peu comme vous, je pense, on n'a pas tout à fait. Moi, j'ai 32 ans bientôt, vous, je crois un petit peu plus, mais on est un peu la première génération YouTube. Donc, en fait, on a appris. J'ai dû passer, je sais pas combien de milliers d'heures à emmagasiner de l'information et ensuite à process tout ça et à expérimenter, à tester. Donc autodidacte sur plein de trucs. Et en 2022, je trouve le nom Adomeos et je commence à faire des petites vidéos au format short Est-ce que sur tu ma peux chaîne YouTube. expliquer, désolé, je t'interromps, je suis désolé. Est-ce que tu peux expliquer ad homeos, du coup, la découverte du nom, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi, etc. Ouais. Adomeos, c'est un mélange de ad. Ad, ça veut dire aller vers en latin. Et homéos, c'est pour homéostasie. L'homéostasie, c'est un principe selon lequel tout système revient à un état d'équilibre en l'absence de perturbations extérieures. Donc là, en l'occurrence, le système, c'est le système humain, mais ça peut être une entreprise, un pays, ça peut être un organe, ça peut être une cellule. On peut voyager sur différents niveaux de complexité. Mais ce principe de l'homéostasie, moi, m'a parlé quand j'ai commencé à comprendre comprendre ce que ça veut dire et comment ça fonctionne, quand j'ai commencé à bien comprendre la biologie, etc. Et donc j'en ai fait j'ai choisi ce nom-là parce que je trouvais que ça sonnait bien. Même si personne n'arrive à le retenir, on m'appelle Adomédos, Ademos, ça me pète un peu les couilles, mais c'est pas grave. Et Oh, donc moi, je ça trouve va que être... c'est facile à retenir, je sais pas pourquoi. Bah, ça régale. Mais toi, t'es un des seuls mecs qui a prononcé mon prénom correctement du premier coup, donc tu dois avoir un talent pour ça. Bah, je sais pas. Et donc ouais, je trouve ça en 2022. Et je me dis à l'époque déjà, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie de faire de l'accompagnement sur ces sujets, parce qu'avec tout ce que j'ai emmagasiné comme connaissances et toutes les erreurs que j'ai faites, je me dis qu'il y a quand même des mecs, je peux leur faire gagner quelques années. Et de toute façon, je vois sur Internet depuis l'époque et encore aujourd'hui, des mecs qui tombent dans les mêmes pièges que moi, qui tombent dans le piège du dev perso. T'as dit tout à l'heure, t'as parlé GG de développement personnel, moi je m'inscris pas du tout là-dedans. Vraiment pas du tout là-dedans. C'est pas grave. C'est un terme un peu générique. Attends, c'est un mot qui est Alors- un peu galvaudé. C'est un peu comme le mot blockchain. Tous les gens qui veulent te faire de la magie noire et disent le mot développement personnel. Je pense que c'est un mot galvaudé. Mais je pense que ce que tu fais, fondamentalement, pourrait se rapprocher un peu de ça. C'est intéressant que tu dises tous les mecs qui font de la magie noire utilisent ce terme parce que il y a un mec qui a dit Arti c'est le futur Bhaskar. Bhaskar c'est un très bon ami depuis 6 ans. Il m'a beaucoup inspiré. Son travail sur YouTube m'a énormément aidé. Moi, je Et, crois si on l'écoute, oui. en la magie noire. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Epstein, c'était ça. Hein. Epstein, c'est du satanisme et du luciférianisme. Et c'est une approche diabolique de l'humain où on se coupe de soi, on se traite comme un objet, comme une machine, et on perd toute humanité dans son rapport avec les autres et dans son rapport avec soi. Et le développement personnel relève de ça. Le développement perso te dit deviens la meilleure version de toi-même, ce qui veut dire déteste-toi. Tu es une merde, déteste-toi, accepte-le et mets-toi en tête que tu dois devenir la version idéale de toi-même qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Deviens duel, deviens diabolique. C'est ça que ça veut dire. Et Il y a un côté où tu te traites un petit peu de manière paternaliste, mais au sens seulement papa, avec la violence, et pas avec la compréhension et la douceur de maman. Exactement. C'est exactement ça. C'est un manque de bonne maman dans l'enfance, souvent, qui crée des gens qui ne savent pas bien se traiter, qui ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes, qui n'ont pas d'amour de soi, et qui ne savent que se maltraiter, se traiter avec rudeur, se faire mal, et être hyper exigeant avec eux-mêmes. C'est souvent de ça dont ça procède souvent de ça. J'ai l'impression que tu fais un portrait de moi. Non, je plaisante. Ok, donc ok, si je comprends bien, donc de toute façon, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle, on fait un peu de l'anglicisme, mais bon, parce qu'on aime bien ce mot fuck around and find out, ce qui est une très bonne chose en général, hein, dans tous les profils qu'on a reçus et qui sont bons dans ce qu'ils font, ils se sont cherchés et dans cette quête de compétences, de vérité, de choses à proposer aux gens, en fait, ils ont accumulé beaucoup de savoir qu'ils ont réussi à synthétiser et à proposer pour apporter de la plus-value aux gens. J'ai l'impression que c'est un peu ce process-là. C'est ça. Et alors justement, tu as trouvé le nom Adomeos. Il me semble qu'il y a eu un moment pivot, une story, quelque chose. Mais avant de se concentrer là-dessus, je voudrais juste qu'on aborde un point. C'est que j'ai l'impression que tu fais partie des gens qui ont compris assez tôt l'importance du personal branding. Est-ce que c'est parce que tu étais dans la photo, dans l'image avant? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu veux nous en parler? Je veux en parler, oui, avec plaisir, c'est un sujet passionnant. Je l'ai compris assez tôt. Alors déjà, je pense que moi aussi, je suis un peu mégalo de base. J'adore m'écouter parler. Je pense que j'ai développé un bon gros sentiment de supériorité.
en tout cas intellectuellement. Et donc très tôt, j'avais envie d'ouvrir ma gueule, de convaincre des gens, d'aider des gens à s'améliorer. Je me disais, mais lui, il a un problème, il devrait faire ça, ça irait beaucoup mieux. Et donc très tôt, j'ai commencé à donner des conseils aux gens, à ouvrir ma gueule et à vraiment à inciter les gens, même sur Facebook à l'époque, 2011-2012. Sauf que j'avais très très peur de m'exposer. J'avais très très peur de m'exposer au rejet, au ridicule, au jugement, etc. Donc je montrais pas ma gueule, je faisais pas de vidéos, je partageais les trucs des autres et j'écrivais des trucs. Puis j'ai fait un énorme travail de fond sur moi. Pas seul, hein, on m'a aidé à faire ce travail, on peut parler de thérapie. Puis j'ai vécu des expériences, des machins, et j'ai réussi à me dépêtrer de ça, et j'ai commencé à faire des vidéos, donc 2019, enfin même pas 2018 en voyage et tout, des stories. Et donc là, c'est le début où j'ai commencé à être capable de mettre en application ce qu'il fallait faire pour nourrir mes ambitions. Et dans le même temps, je te remets dans la frise chronologique, je découvre le business en ligne en 2014, marketing de réseau. Je fais des présentations, je fais des conférences devant quelques dizaines de personnes. Donc je deviens à l'aise avec ça, la prise de parole. Et j'apprends énormément sur Internet de mecs qui parlent de marketing, de persuasion, de vente, de manipulation, de personal branding. Dans le même temps, j'apprends l'économie, la finance, les actifs, tout ça. Et je me dis, mais en fait, surtout dans le monde d'aujourd'hui, CF Olivier Roland, le meilleur actif sur lequel tu peux capitaliser, c'est toi-même, puisqu'en plus, tu peux l'emmener partout. On t'emmènera. Vas-y, je t'en prie. Je plus sois, je me permets d'apporter de l'eau à ton moulin. On est à l'époque, alors pas seulement celle d'Olivier Roland, dont on mettra la vidéo en haut à droite. Lui, son sujet, c'est qu'Internet et les nouvelles technologies disruptent les États, et donc voilà. Je vais pas m'étaler sur le sujet, on a fait toute une émission pour en parler. Mais on est aussi à une époque où il y a des outils comme l'IA, et l'IA, qu'on le veuille ou non, va faire pas mal de choses. Alors, soit pour accélérer notre travail, soit carrément pour remplacer certaines parties de notre travail ou certains prestataires de services, etc. Et donc, qu'est-ce qui te reste à l'ère où tout peut être synthétique? Eh bien, c'est ta personnalité, c'est la plus-value que tu Absolument. veux apporter, c'est aussi ce que tu dégages. Donc, je fais partie des gens qui pensent que le personal branding est un asset de choix en 2026. Complètement. Pour moi, c'est l'asset ultime. Et tu vois, aujourd'hui, un compte Instagram développé, un compte LinkedIn pour aller titiller un peu du PNJ, et du PNJ++ aussi, et une chaîne YouTube, c'est des assets qui sont... Enfin, c'est inestimable. Parce qu'il y a les... Quand tu commences à développer ça, tu sais que ça va t'ouvrir certaines portes, mais la plupart des portes que ça t'ouvre, tu les soupçonnes même pas, en fait. C'est gigantesque, ce que ça t'apporte. Ouais. Disons que pour C'est quoi l'instant, ta stratégie, toi, pour percer sur Instagram? Tu as 100 000 abonnés, je crois. C'est un accident. C'est un accident positif auquel je me suis exposé, hein. C'est pas 100% de la chance, mais il y a une bonne part de chance. En gros, je me souviens encore de la date. Le 6 septembre 2022, je me dis, attends, je vais reprendre une de mes vieilles vidéos YouTube qui n'avait pas marché. Je vais prendre la liste de tous les mots liés au stress chronique que j'avais énoncé. Je vais en faire l'intro de la vidéo. Et j'ai écrit mon script en 30 minutes, je me rappelle. J'ai publié la vidéo et elle a explosé sur TikTok et sur Insta. Elle m'a fait passer de 0 à 80 000 abonnés sur TikTok et de 4 000 à 118 000 sur Insta. Ensuite, j'en ai perdu des milliers parce que j'ai fait le tri, j'en ai regagné, reperdu, regagné. Aujourd'hui, je suis à 111 000, je crois. Donc, c'est une vidéo extrêmement grand public qui est juste un enchevêtrement de techniques de manipulation et de leviers psychologiques et de persuasion et de vente qui m'a fait exploser. Et en fait, cette vidéo, le problème, c'est que, tu vois, prenons Bhaskar. Bhaskar, il fait du contenu très exigeant intellectuellement. Il met un minimum de stimulation limbique et il bâtit sa chaîne YouTube tranquillement, 10 000 abonnés en 10 ans. Moi, je suis sorti avec mon gros chalutier, j'ai lancé mes gros filets, j'ai raclé le fond de la mer, tu vois. Et ensuite, faut trier, tu vois. Il y a des espèces qui sont pas comestibles. Et donc, en fait, ça a un coût. Donc pendant des années, tu vois, j'ai un engagement qui est très faible. J'ai beaucoup d'abonnés, mais j'ai un engagement qui est très faible parce qu'ensuite j'ai arrêté de faire des contenus grand public où c'était plus que ça. Et donc il y a plein de gens qui se sont désintéressés ou qui se sont barrés. Et puis il y a aussi plein de gens qui sont très instables, qui sont complètement hystériques dans mes abonnés. Il y en a moins quand même par rapport à avant. Mais du coup, c'était un petit peu un accident positif. Ça s'est fait, il y a eu une explosion. Mais par contre, la chaîne YouTube, elle est passée de 1000 à 4000 et quelques en 3 ans, tu vois. D'accord. Avant qu'on parle un petit peu plus en détail, justement, là, il y a toute la partie personal branding, mais à côté de ça, tu es un entrepreneur et tu apportes des choses aux gens. Avant qu'on parle de sujets business, on va discuter plutôt et utiliser ta plus-value par rapport à ce que tu fais. Ouais. Pour les sujets qui nous intéressent ce soir, alors moi ce que j'aimerais c'est évidemment qu'on remette un petit peu en contexte ce que j'ai dit au tout début de l'émission, c'est-à-dire donc en fait aujourd'hui il y a un sujet qui est très très important et d'actualité, c'est-à-dire que les gens qui détiennent des cryptos et des bitcoins ne se sentent plus sereins. Le sujet principal de ce soir, mais qu'on va voir qu'on va réussir à étirer et emmener sur un peu plus loin, c'est que en ce moment, il y a une énorme source de stress dans la société française, en particulier
dans le milieu de Bitcoin et des cryptos, les gens qui détiennent eux-mêmes des Bitcoins et des cryptos, se sentaient auparavant vachement détendus et plutôt safe, et aujourd'hui ont une nouvelle anxiété. J'aimerais qu'on aborde le sujet en commençant par le départ. Comment t'expliques que jusqu'à il y a quelques années, quand on détenait du Bitcoin soi-même, eh bien, en fait, on dormait vachement bien, voire vachement mieux que des gens qui avaient de l'argent sur leur compte courant ou sur un compte épargne. Bah, comment je l'explique? L'État parasite et dysfonctionnel n'avait pas encore forcé les gens à divulguer les chiffres, et comme eux sont incapables de gérer de l'information sans fuite et sans faire n'importe quoi, et qu'il y a des fonctionnaires corrompus et que c'est trop le bordel, bah ça fuit dans tous les sens. Enfin, ça me paraît. Enfin, comment je l'explique? Il faut fermer sa gueule, quoi. Et il faut rien. Et ça me fait marrer quand je vois quand même l'État français créer un enfer administratif et fait en sorte que le truc est hyper compliqué. Donc il y a un mec start-upper qui crée une start-up, c'est quoi? C'est Waltio, c'est ça? Qui te dit bonjour, moi ma proposition de valeur, c'est que je vais vous simplifier le truc, vu que c'est trop compliqué, alors ça devrait être simple. Moi je le fais pour vous, moyennant paiement. Et par contre, le mec est pas foutu de sécuriser ses données, mais je lui en veux même pas. Moi, je dirais au-delà de ça, hein. Je pense que si cette entreprise-là a fait leaker sa base de données en janvier 2025, Ils ont rien dit. ils ont attendu fin 2025, début 2026, qu'il y ait eu plusieurs personnes qui se fassent kidnapper pour sortir du placard. D'après moi, ces gens-là devraient être traînés devant les tribunaux parce qu'ils ont du sang sur les mains. Bien sûr. Parce qu'ils auraient dû au moins prévenir les personnes qui étaient victimes de ça. Et parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que en tant qu'entrepreneur, si tu gères mal ta base de données client, et ben, tu peux mettre les gens en risque et En ça danger. peut aller très 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 loin, quoi. Ah non, clairement. Mais alors justement, c'est ce que je te disais, les modèles de menaces ont changé parce que pour quelqu'un qui considérait, mais il y a pas que les bitcoiners, je veux dire des mecs comme, tu sais, les vieux de la vieille, on va dire investisseurs, même on pourrait prendre des gens comme Charles Gave, sont très contents à partir du moment où ils sont investis dans des actifs qui sont pas sous le giron de l'État, directement dans un endroit bien où sûr. ils peuvent aller mettre leurs pattes pleines de doigts. Donc jusqu'à 2025. Quand tu détenais du Bitcoin toi-même, par exemple, putain, c'était vraiment quelque chose qui apportait de la sérénité. Une baisse du niveau de stress considérable, dans le sens où tu risquais pas de perdre du pouvoir d'achat, logiquement, du moins c'est ce que beaucoup de gens pourraient penser, et que tu étais à l'abri des velléités de prendre le contrôle de l'épargne des Français, comme ce qu'on entend beaucoup. Donc ça, en fait, il y avait un conseil anti-stress qui était valable jusqu'en 2025. Et aujourd'hui, le modèle de menace a changé, étant donné que avec les fuites de données, les réseaux sociaux, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, la responsabilité de l'État qui impose toujours plus de déclarations, qui impose toujours plus de normes afin que les détenteurs d'actifs disent qu'est-ce qu'ils ont, quoi, concrètement. On a un nouveau modèle de menace qui apparaît. Et en fait, ce qui était auparavant une mesure qui baissait ton niveau de stress, aujourd'hui, les gens qui l'ont prise ont augmenté leur niveau de stress. À cause de l'organisme qui était déjà le top 1 des sources de stress dans leur vie, à savoir l'État français. Peut-être que si on remonte la causalité, la chaîne de responsabilité, effectivement. Mais alors, qu'est-ce que toi tu pourrais nous dire là-dessus, et en dehors de l'aspect pratique, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la partie stress à proprement parler? Est-ce que quand on décide de prendre ses propres responsabilités, de détenir les choses soi-même, de travailler par soi-même, on n'a pas d'autre choix que d'être mis en face de ses responsabilités, et ça inclut une grande source de stress. Il n'y a pas d'autre choix que ça? Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que ça, je pense, à moins de fuir. En fait, Henri Laborie, que je cite toujours, 3 réactions possibles face à un stress: le combat, la fuite ou l'inhibition. En l'occurrence, le combat, il est difficile, puisque on joue pas à armes égales, et que si tu es armé et que tu tires sur ton agresseur, tu vas l'entour. La fuite, c'est partir dans un pays où on va pas te casser les couilles et où on met les criminels en prison, quoi, le summum du bon sens. Donc non, le stress est inhérent à la responsabilité individuelle, et encore plus en France. Et donc, le seul truc que je peux dire, c'est qu'il faut déjà ne pas croire que l'objectif, c'est de ne pas avoir de stress du tout, parce que le seul moment où tu n'as pas de stress du tout, c'est quand tu es mort, en fait, parce que le stress, c'est ce qui te maintient en vie, c'est ce qui te motive à faire des choses, à te dépasser, à aller élargir ta zone de confort, à faire de l'hormèse. En fait, l'hormèse, c'est ce principe que tu te renforces face à l'adversité, si tu en as les capacités, si tu as l'énergie pour. Sinon, ça va juste te foutre en burn-out. Donc, non, il faut s'habituer à fonctionner à un niveau de stress peut-être plus élevé,
Et pour supporter ça sans en pâtir, eh ben, il faut avoir une hygiène de vie un petit peu plus clean. Et à mon avis, parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui ont une hygiène de vie super carrée, habitude, machin, routine. Ça génère plus de stress qu'autre chose, hein. Moi, dans mon approche aujourd'hui, Ah, c'est du Pareto, en fait. tu peux expliquer un peu Ouais, bien sûr. ton raisonnement par Bien rapport à sûr, bien ça? sûr. Mon raisonnement, c'est que souvent, ce qui pousse les gens à mettre du contrôle partout dans leur vie, par exemple sur ce qu'ils mangent, sur leur rapport au sport, au sommeil, c'est un sentiment de sécurité intérieure inexistant, lié à des problématiques de relation à la mer. Et en fait, depuis cet espace de vide intérieur et de peur et d'anxiété et de peur de la mort, les gens vont exercer du contrôle pour essayer de contrôler l'environnement, pour se rassurer et dissiper l'anxiété. Sauf que cette stratégie-là, ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois, ça ne fonctionne pas. L'environnement, il est complexe, il est incertain, il est chaotique, ça s'appelle la vie en fait. Donc tu ne pourras jamais tout contrôler. Tu peux t'illusionner dans le contrôle, mais en fait, tout contrôler, ça consomme une énergie folle. Donc moi, j'ai passé des années là-dedans. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans. Je suis dans une approche où j'applique quelques principes de base et je fais le strict minimum de manière efficiente, un minimum d'effort pour un maximum de résultats, et je ne suis plus dans l'obsession du contrôle. Mais ça n'est pas quelque chose que j'ai juste décidé. C'est comme lâcher prise, on ne décide pas de lâcher prise, ça vient aussi d'un travail de fond pour aller, entre guillemets, réinstaller un Mais sentiment de sécurité intérieure. est-ce que le stress n'est pas aussi un symptôme du fait qu'il y a certaines. Tu parles de contrôle, il y a certaines mesures qui pourraient être sous ton contrôle et que tu ne traites pas. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la situation qu'on a décrite au départ, il y a des éléments qui ne sont pas sous ton contrôle. Donc, ils peuvent être générateurs de stress, hein, je ne le nie pas. Mais pour moi, s'il y a du stress, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de mesures que tu es censé prendre. Et si tu fais la politique de l'autruche, en fait, tu t'enfermes dans l'anxiété. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont faits pour être à l'aise avec la pleine responsabilité, la pleine liberté. Il y a des gens qui sont pas faits pour. Ça aussi, là, j'en profite pour démonter le concept d'égalité. On n'est absolument pas tous égaux face à ça. Pour moi, l'égalité, ça n'existe pas. C'est une invention humaine. Ça n'a pas sa place dans la nature. C'est une aberration. Il y a des gens qui sont faits pour que toute leur vie, on leur dise quoi faire, comment se comporter, quand le faire, quand aller pisser. C'est comme ça. Et il y a des gens qui sont faits pour exercer du leadership et qui sont très à l'aise avec une pleine responsabilité, avec des niveaux de stress élevés. Moi aussi. Moi, pendant quelques années, peut-être je me suis illusionné dans l'idée que je pouvais être extrêmement résistant au stress et que j'étais en haut de la chaîne alimentaire. Non, pas du tout. J'ai une tolérance au stress qui est relativement faible par rapport à la plupart des mecs. Et donc, j'ai essayé d'orienter ma vie en fonction. Je pars un peu dans tous les sens, désolé, mais je réponds pas forcément à la Non, question. non, moi j'aime bien parce que je te suis. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que on va s'écarter un petit peu du sujet, mais tu vas comprendre. En fait, moi, ma vision des choses, et je suis pas sûr d'avoir raison, hein, mais c'est que Ouais. par exemple, tu vois, je vois beaucoup de ce qu'on a appelé sur Internet, tu as dû voir ça passer, les Nicolas Quipé. Ça, c'est Évidemment. les Nicolas Tu te Quipé, doutes bien que je suis assez au courant de ce rien que que fait sa la position. concurrence. Rien que sa position, tu vois, tout ça, c'est une position d'anxiété et de stress. Terrible. C'est la position de quelqu'un qui subit et qui est impuissant. Et avec Il GG, nous, on a est, toujours, il on est a toujours, soumis, il est dans l'inhibition. Pardon. on a toujours poussé l'idée que justement, si tu étais un Nicolas Quipé qui souffre, qui est penché comme ça et qui stresse, il y avait certainement des choses qui sont sous ton contrôle et qui sont pas traitées. Typiquement, si t'es pas content avec ta vie, bah, Ah, je te grossis le trait. Si t'es pas content avec ta vie, bah, tu peux tout à fait t'expatrier dans un endroit qui te conviendra mieux. Ce genre de choses, tu vois. Je veux dire, oui, oui, mais il y a la socioculture qui crée des prisons imaginaires. Et les gens pensent que c'est ce que tu me disais tout à l'heure en off, le chien et le loup, quoi. C'est ah oui, ça, et aussi, c'est l'histoire de est-ce- l'éléphant qui est tout petit, qui est attaché avec une chaîne, et quand l'éléphant il fait 5 tonnes, il pourrait arracher la chaîne d'un coup de patte, mais il le sait pas, donc du coup il reste dans sa prison parce qu'il est persuadé qu'il n'existe rien d'autre. Est-ce que tu crois au déterminisme ou tu penses que on a des circonstances qui font que, bah, je sais pas, on a un QI bas ou pour certaines personnes, ils vont pas réussir à sortir de ces choses-là? Ou tu penses qu'on peut exalter ça et sortir de sa Ok. condition et se surpasser pour Je s'en pense sortir si on arrive à en prendre que conscience? c'est une très bonne question. Être dans le tout déterminisme, pour moi, c'est une erreur. Et être dans le tout autodéterminé, c'est une erreur aussi. Ça relève de la toute-puissance. Moi, par exemple, je pourrais jamais lever 150 kilos développé couché, et même si je m'entraîne pendant des années, je vais me blesser. Je suis pas fait pour ça. Je pourrais jamais faire certains métiers parce que parce que je manque de capacité de concentration, de raisonnement logique et d'organisation. Je le sais, c'est comme ça. Donc, pour moi, ça relève de la toute-puissance. Et donc, je pense il y a un curseur intéressant, l'invité. Bah, merci, ça rigole. Il y a plein de questions que j'ai envie de traiter qui passent là aussi. Mais N'hésite pas, hein, alors, n'hésite pas quand on voit qui t'intéresse ouais, à tu réagir. prends, C'est fait tu y pour. vas, hein, n'hésite pas. ça marche. Mais juste un truc, pour moi, on parlait tout à l'heure des idéologues de gauche et de droite. Les idéologues de gauche sont coincés dans cette idée qu'il
qui sont déterminés et les idéologues de droite et que tout le monde est déterminé et les idéologues de droite sont coincés dans cette idée qu'on est autodéterminé sur tout. Croire qu'on est autodéterminé sur tout, c'est être dans le sentiment de puissance et du coup c'est vouloir tous devenir des mal alpha et vouloir tous assumer les contraintes de la vie du mal alpha, à savoir une vie très stressante et donc s'épuiser et finir en burn-out et se prendre une énorme claque de réalité dans la gueule par la vie et revenir à sa place. Alors que ce que ne savent pas la plupart des gens qui rêvent de devenir des alphas, c'est qu'un alpha, une des choses qui le détermine, c'est d'être assez imperméable au stress en fait. De manière naturelle, il va pouvoir assumer certaines fonctions parce qu'il n'a pas, c'est pas quelque chose sur laquelle il va avoir besoin de travailler. Je réponds à quelques questions, Vas-y. si tu veux. Un petit mot sur l'école d'archi. L'école d'archi, c'est un asile de fous dans le sens où là-bas, on t'enseigne comme il y a un demi-siècle et en fait, on t'apprend la soumission. C'est ultra violent et sacrificiel, un peu comme la fac de médecine, et ça détruit les gens psychiquement. Donc c'est un enfer. Au bout d'un mois et demi, j'avais trop d'amour de moi-même, trop d'amour pour moi-même pour rester là. Je suis parti et je supportais pas la difficulté suffisamment. J'avais pas assez de bonne maman pour réussir à évoluer dans un environnement aussi toxique. Dieu existe-t-il? Les moldus ont-ils besoin de croire en Dieu? On a tous besoin de croire en Dieu parce que sinon on est noyé dans l'incertitude et le chaos du monde et on est paralysé par le stress et on fait rien de nos vies. Si tu peux faire 150 au bench, la volonté. Ok, je peux faire 150 au bench, mais moi ça me coûtera beaucoup plus cher que à toi par exemple, et donc j'ai pas envie de payer ce prix-là, j'en ai rien à foutre. Ce qui détermine un alpha, c'est surtout de poser devant un Lamborghini. Ouais, ça c'est. Julien, j'aimais bien tes interventions précédentes, mais là ça me fait même pas rire. Dawanda gauche droite, c'est que pour nous au plus haut niveau ça n'existe plus, on dirait dans les gens. Oui, bah bien sûr qu'au plus haut niveau ça n'existe plus. Ils passent leur temps à rigoler parce que les gens se foutent sur la gueule et qu'ils ont réussi à créer des camps qui déchargent leur agressivité les uns sur les autres pendant que eux ils vivent sur ton dos. Et je m'arrête là parce que sinon je vais faire ça pendant 1 heure. Désolé les gars. Et ok, très intéressant. Alors justement, nous on est plutôt du parti. Alors c'est peut-être un peu paternaliste, hein, c'est peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, mais on est du parti des gens plutôt qui vont promouvoir la responsabilité individuelle. Hein. Donc si tu te plains, il va plutôt falloir que tu prennes des mesures. D'où l'importance du guide qu'on a mis en description, voilà, parce que plutôt que on peut aussi dire il vaut mieux prédire que guérir, tu vois, plutôt que d'avoir besoin des flics ou Je suis quoi comme que ce vous. soit. Voilà. Je considère qu'on est beaucoup plus autodéterminé que déterminé. Dans certaines, faut juste accepter la limite, c'est tout. Dans ce cadre-là, tu sais, c'est comme l'oncle de Spider-Man qui dit un grand pouvoir Faut implique qu'on une arrête grande de la citer, responsabilité. celle-là, on va passer tous les cons à force. Ouais, mais Moi j'adore. Et ben, en fait, c'est vraiment le cas. Je pense qu'il y a un frein majeur, c'est le stress auquel tu te soumets à partir du moment où tu passes d'un logiciel où je ne prends aucune responsabilité, je délègue la totalité des déterminants de ma vie à l'État ou aux autres, tiens, j'ai un pouvoir de transformation sur ma vie. Ou alors carrément, je peux monter mon propre business, je peux m'expatrier. Et il va falloir se préparer à subir ce stress. Mais alors, moi, j'ai suivi un petit peu ce que tu faisais. Tu disais que le stress est inévitable. Le problème, c'est pas le stress, c'est plutôt l'anxiété. Oui. Avant qu'on parte là-dessus, Science, faudrait qu'on recycle notre citation de Spider-Man. Et pour peut-être clôturer ce sujet, il y a une citation qui est attribuée à Benjamin Franklin. Je ne pense pas que ce soit vraiment de lui. C'est sûrement le roman américain, Les Pères fondateurs et tutti quanti, qui nous dit « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. » Et je pense que tous les trois, ce soir, on est à peu près d'accord avec cette citation. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il mérite d'être grand remplacé, parce que le grand remplacement, ça n'est que la nature qui s'autorégule et qui laisse se faire des mouvements de population. Elles peuvent être facilitées et accélérées par des agendas politiques, j'ai pas dit le contraire, mais le grand remplacement, ça n'est que la nature qui s'autorégule. Les plus vigoureux, les plus agressifs remplacent les moins vigoureux, les moins agressifs, et c'est pour ça que la justice française actuelle, elle est ridicule et elle n'est pas adaptée à la vie elle-même. T'as plein d'exemples qui vont aller dans ton sens. Arty, par exemple, tu sais, il y a déjà eu, si on en croit à la théorie de l'évolution, des périodes avec des espèces qui ont colonisé leur milieu, comme les algues vertes apparemment, et qui se sont autodétruites parce qu'elles ont colonisé leur milieu, ils n'ont plus de raison d'être. On peut parler aussi de l'expérience Univers 25, où en fait on a mis des souris dans un environnement avec le moins de stress possible, de la nourriture en abondance, absolument tout ce qu'il leur faut, etc. Et en fait elles finissent par dépérir, arrêter de se reproduire, vu qu'elles ne sont pas mises en face de l'adversité, elles ne restent pas antifragiles. Et ça me rappelle un proverbe chinois qui dit que la plante fait son tronc seulement dans la plaine exposée au vent.
Ça veut dire que le stress est une composante essentielle pour pouvoir se faire le cuir. Quand j'avais 16 ans, et après je répondrai à ta question tout à l'heure sur anxiété-stress. Quand j'avais 16 ans, comme j'étais complètement dégénéré, anxieux et dépressif, j'ai fumé et planté de la weed. Je savais qu'il fallait couper l'apex et donc stresser la plante pour qu'elle reparte en 2 branches et qu'elle produise beaucoup plus. Putain, Je n'ai mec, pas on osé a le la faire. même jeunesse. Je n'ai pas osé Eh le oui. faire parce que je me suis dit non, je veux conserver ça. J'ai agi comme un putain de socialiste qui veut maintenir ses acquis. Non, mais faut les réinsérer, ils sont gentils, ils ont des problèmes. Je n'ai pas osé le faire. Le lendemain, un chevreuil est venu, il a défoncé tous mes plans, il a coupé l'apex de tous mes plans. Ils sont repartis comme en 40 et j'ai fait une récolte incroyable. Pour ma consommation personnelle, bien sûr. Et du coup, pour répondre à ta question juste avant, stress, anxiété, oui, il faut préciser, c'est pas la même chose. La plupart des gens, ne comprenant pas ce qu'est le stress et le confondant avec l'anxiété, vont penser que le stress, ils vont mettre une balance négative sur le mot. Le stress, c'est juste un mécanisme. Le stress, c'est toutes les réactions biologiques et psychologiques que le corps met en place pour réagir à une agression extérieure. Donc c'est très positif, c'est ce qui nous permet de survivre par la fuite ou le combat et de s'adapter à l'environnement, de s'adapter aux exigences de l'environnement. L'anxiété, on peut le définir de plein de façons, mais moi je dirais que c'est la conséquence. L'anxiété, c'est un mal-être, c'est une sensation de mal-être, de trop en fait, ou de pas assez d'énergie, bref, c'est du mal-être. Et ça correspond à... C'est quand il y a eu trop de stress pendant trop longtemps. Et qu'en fait, on a épuisé le système, parce que la réaction de stress qui permet de survivre à l'environnement et qui permet de s'adapter, elle est énergivore. Elle tire sur la corde, elle tire sur les réserves. Et quand on est en stress tout le temps, de manière chronique, ce qui est très facile aujourd'hui, eh ben on s'épuise, on épuise nos ressources, et on finit dans un état d'anxiété. Je suis désolé si on part un peu dans tous les sens, mais j'aimerais parler de stress. Non, je rigole. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs formes de stress. Je m'explique. C'est que mon cas, donc tu vas me faire une petite thérapie là. Je plaisante, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai un stress qui est de l'ordre de j'ai trop de choses à faire, mais je suis sous pression, je travaille sous pression, et en général je travaille vite et je travaille plutôt pas mal quand je suis sous pression. Donc quelque Moi aussi. part, je suis un peu maso, mais j'aime bien le stress et travailler sous pression. Pas trop, mais voilà, il y a un juste milieu. Et j'ai un deuxième type de stress qui, lui, est beaucoup plus douloureux. C'est quand j'ai des trucs à faire et que je les fais pas. Là, je m'auto-flagelle et j'ai une sensation d'anxiété qui est horrible jusqu'au point où elle me fait tellement mal où je fais les choses. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu carbures à l'autoflagellation. Ouais, t'as besoin. Peut-être que t'aimes pas suffisamment ce que tu fais, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a des raisons plus profondes. Non. Moi, je suis comme toi, je carbure à l'urgence. Je suis pas suffisamment organisé et je suis pas suffisamment discipliné pour prévoir et pour m'organiser, machin, et diviser les petits trucs à faire dans le temps. C'est vraiment au dernier moment, quand c'est le rush, je me bouge le cul et je me secoue et ça marche. Je fonctionne à l'improvisation. Mais le deuxième truc que tu décris, c'est... Attends, tu peux me le reformuler? Alors, le deuxième stress que je trouve beaucoup plus malsain, c'est quand il y a quelque chose que je dois faire ou qui est de l'ordre de ma responsabilité ou que je peux agir dessus, que je n'agis pas dessus. Et là, il y a un stress qui est insidieux. C'est pas le stress de l'urgence de faire quelque chose. C'est le stress de putain, je l'ai pas fait, ou alors je ne le fais pas, je m'occupe pas de ce sujet. Voilà, Ok, celui-là, ok. je trouve que c'est le pire. Oui, mais là, ce que tu décris, c'est de la culpabilité et c'est de l'auto-jugement. Ça peut te mettre dans un état de stress parce que du coup, tu te dis, ah, je suis pas capable de, ou ah, j'arrive pas à me discipliner et du coup, je me sens comme une merde. Oui, ça peut générer du stress, mais pour moi, ce que tu décris là, c'est plutôt de l'anxiété. Le stress, c'est vraiment, en fait, regarde, prenons le contour dans une voiture. Pour moi, c'est ça le niveau de stress. Plus tu montes, c'est même encore mieux que ce que je pensais cette métaphore. En sous-régime, il n'y a pas de performance. Quand le stress est trop bas, il n'y a pas de performance. Quand tu es à 9-10 000 tours minute, il y a trop de stress, tu n'arrives pas à performer, tu vas péter le moteur. La plage idéale, elle est au milieu, c'est ce qu'on appelle le flow. Et d'ailleurs, il y a même deux psychologues qui ont théorisé ça pour l'humain. Ça s'appelle la courbe de Yerkes, Yerkes et Dodson, Dodson, qui met en relation le niveau de stress et la performance, qu'elle soit physique ou cognitive. Et en fait, c'est une courbe de Gauss, comme la courbe du QI. Sans stress, il n'y a pas de performance. Trop de stress, t'as mal à la tête, t'es plus capable de te concentrer, de rien faire. Zone idéale, au milieu, t'es dans le flow, dose de stress parfaite. C'est ça le stress. Moi, quand je parle de stress, je parle de ça. Je parle de niveau de stimulation du système, tu vois. Donc, ce que tu me dis là, c'est que le stress, c'est pas quelque chose qu'il faut chercher à éviter ou cacher sous le tapis. Non. C'est Non. plutôt un familier que tu dois rider à ton avantage. Exactement. Le stress, c'est ton meilleur ami. Le stress, c'est ce qui te permet de performer. S'il n'y avait pas de stress, on serait tous dans nos canapes à rien foutre, en train de fumer de la weed. Exact. Et puis d'ailleurs, là, ça me plaît que tu parlais de muscu tout à l'heure parce que, en fait, on a fait l'analogie du tronc sous le vent, le proverbe chinois, etc. C'est la même chose dans la muscu et dans tous les autres sports de performance, on va dire. Tu dois t'exposer à un niveau de stress actif. Oui. Qui fait que ton corps ou tes compétences, etc. vont surcompenser et tu vas te tanner le cuir, quoi. Ça s'appelle l'hormèse. Ok. L'hormèse, c'est L'hormèse.
Le mec a découvert ça, c'est un scientifique qui avait une petite colonie de bactéries et il s'est dit tiens, qu'est-ce que ça fait quand je mets du poison sur les bactéries? Bah, il a découvert que quand il en met un petit peu, ce qui représente un stress pour les bactéries, bah, elles se développent, elles accélèrent leur développement, elles se renforcent face au stress. Et quand il en met trop, les bactéries elles meurent parce qu'il a dépassé les capacités d'adaptation, les capacités d'homéostasie de ces mêmes bactéries. C'est pareil à la salle. Si tu vas à la salle et que tu fais une séance, tu stresses ton corps et après que tu te nourris bien, que tu dors suffisamment, bah, tu vas te renforcer et du coup, tu vas construire plus de muscles. Du coup, la séance d'après, tu seras plus à même de supporter ce même stress et donc tu vas augmenter le stress en augmentant les charges. Mais si tu augmentes trop les charges d'un coup, tu vas être grillé nerveusement, tu vas t'arracher un pec et tu auras l'air bien con parce que pendant 6 mois, tu pourras plus faire de sport. Ouais, t'as nécessairement besoin du stress et aussi de périodes de repos, de reconstruction, d'assimilation. C'est un peu comme Ouais. ça que fonctionne le sommeil et les rêves d'ailleurs. Ouais. Tu vois, on se rappelle tous de quand on était à l'école, t'es en cours de maths, c'est chiant, t'apprends des trucs, tu forces avec ton cerveau et tout. Et puis le soir, tu te reposes, ton cerveau, on dirait qu'il refait les exos, mais de manière apaisée, assimilée. Le lendemain, tu t'en rappelles, quoi. Absolument. Un des trucs que je vois le plus souvent chez les gens des entrepreneurs que je connais ou des gens avec qui je bosse, c'est que ils refusent cette cyclicité de leur propre fonctionnement biologique et ils veulent Mmh. être au top, au max de leur capacité tout le temps. Tout le temps, ouais. Ça revient à ces mecs-là, tu leur dis roule en sur-régime pendant 3 heures sur l'autoroute à 150, ils vont te dire bah non, c'est délit, je vais éclater mon moteur. Tu Bah fais oui, serrer le moteur, ouais. voilà, tu fais serrer le moteur et ça te coûte très cher. Bah, c'est pareil, sauf que eux, en tant qu'humains, ils n'ont pas les petits voyants rouges et ils ont du mal à se sentir, ils ont du mal à se respecter parce que éducation, relation conflictuelle avec relation au père, à la mère, ça crée d'un côté manque de capacité à se sentir et à bien se traiter. D'un autre côté, on a envie de prouver à papa et du coup on charbonne et on fait que bosser. Et ça crée des gens qui finissent en burn-out. Parce qu'en plus, après, ils vont sur YouTube, ils tapent comment avoir plus d'énergie, je me réveille fatigué le matin, comment avoir plus d'énergie? Ah, prendre une douche froide et jeûner le matin. Ah, vas-y, j'essaye. Sauf qu'en fait, Tu penses quoi de tous ces trucs-là, là? Les douches froides, le jeûne, ok, tous ces trucs-là? une douche froide, c'est quoi? C'est un stress. Le jeûne, c'est quoi? C'est un stress. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais le jeûne, ça permet au système digestif de se reposer, machin. Oui, c'est vrai. Si tu manges que de la merde tout le temps et que pendant 3 jours tu jeûnes, tu vas reposer le système. Mais si tu manges des bons aliments et que tu es déjà fatigué parce que tu bosses comme un fou et que tu prends déjà des douches froides et que tu gères déjà 3 boîtes et que tu es en France et que tu payes des impôts et que machin et qu'il y a des coupeurs de tête qui veulent tes bitcoins, t'as peut-être pas besoin de rajouter du stress dans le système. Tu vas pas être capable de l'encaisser. Tu vas pas être capable d'en tirer profit. Pour tirer profit du stress et que ce stress te renforce par l'hormèse, il faut que tu aies de l'énergie à revendre. Si tu as déjà plus d'énergie, c'est mort. Donc j'en pense pas du bien de tout ça. Dans un contexte, quelqu'un qui se met à faire des douches froides et du jeûne intermittent parce qu'il manque déjà d'énergie le matin, qu'il a du mal à se réveiller, c'est quelqu'un qui s'y met au pire moment parce qu'il est déjà fatigué. Et ce dont il a besoin, c'est pas de rajouter du stress pour forcer la machine, c'est de se reposer, de se régénérer pour être capable de nouveau de performer sans gros stimuli extérieurs. Tu penses pas quand même que vu que de plus en plus on est dans des tafs du tertiaire où on est assis toute la journée, Ouais, si. c'est pas quand même un peu important d'amener un peu cette stimulation physique pour pas devenir complètement mongolien? Si, Moi, bien sûr. des fois, je vois des. En fait, moi, les gens ils me demandent pourquoi je fais du sport. Je vais au sport quasiment tous les matins. C'est qu'en fait, si je vais pas au sport, très honnêtement, je finis ma journée, je me suis réveillé, j'ai bu un café, je suis resté devant l'ordi toute la journée. J'ai l'impression de devenir une larve et je suis beaucoup moins efficace dans mon taf, quoi. Parce que on n'a pas évolué pour être assis toute la journée. Enfin, tu sais, Non, on clairement. était des chasseurs-cueilleurs. Enfin, tu connais la rengaine, quoi. Si on Ouais. croit à la théorie de l'évolution, attention. Non, non, Moi, mais j'y crois. d'accord, ok, non, mais au-delà de ça, chasseur-cueilleur, enfin, c'est à un moment donné, avant dans l'histoire, on était quand même un peu plus dans l'action, tu vois ce que je veux dire? C'est exact. Je trouve qu'il y a un très 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 bon sujet là parce que tu parles de chasseur-cueilleur. Je pense que la racine du mal et du bien, hein, de toute façon, ça va ensemble. Ça a été quand on s'est sédentarisé. Là, ce que tu parles, le fait d'être assis, de bosser assis, c'est aussi ce qu'on appelle être sédentaire dans les temps modernes. Tu parlais de contrôle tout à l'heure à Doméos, hyper Ouais. contrôle à ce que je mange, à ce que je fais, nani nana. Est-ce que on met pas aussi cet hyper contrôle pour recréer un petit parce que on est passé de chasseur-cueilleur où en fait l'équilibre se faisait par le hasard des choses, tu vois. J'allais dire l'hypertrophie, pardon. Tu sais, quand tu mets de l'entropie, voilà. Un jour tu Bien ramasses sûr. une racine, un jour tu ramasses un chevreuil, et puis tu sais jamais. Et après, on est passé à la société de surconsommation. Il y a des rayons de chips entiers, ou alors tu es sur Twitter et tu prends de l'information dans la gueule toute la journée. Est-ce que si tu mets pas un peu de contrôle dans les choses, eh ben en fait tu finis pas comme un mollusque et à être complètement déconnecté de ta nature profonde. Alors, c'est sûr que moi, je parle depuis mon prisme où pendant des années, j'ai carburé à l'hypercontrôle dans absolument tout. Pareil. J'étais devenu un nazi sur tout ça, quoi. Donc oui, évidemment que si tu te laisses complètement aller, si tu te laisses vivre dans le monde dans lequel on vit, c'est très facile de sombrer. Donc oui, je te donne raison là-dessus.
Je pense que, pour revenir sur ce que tu disais, je pense que le contrôle, c'est un peu comme le stress. Il en faut un petit peu, mais à partir du moment où tu en as trop, c'est pas bon. Il faut trouver Oui, le voilà, sweet voilà, spot, voilà. quoi. C'est très bien dit, ouais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très facile de tomber dans ce piège du tout contrôle parce que ça rassure. Et par rapport à ce que tu disais avant, oui, d'un côté, aujourd'hui, on a vécu longtemps dans des environnements qui étaient faciles, qui étaient peu hostiles. Bon, là, ça redevient légèrement hostile, hein, c'est le sujet principal de ce soir. Mais du coup, on a plus eu besoin de s'adapter par l'hormèse. On aseptise tous les environnements, on développe moins de système immunitaire, on a moins de nutriments dans l'enfance, donc on se développe moins au niveau osseux. Ça se voit rien qu'au visage. Moi, tu vois mes dents, tu vois ma mâchoire, tu comprends qu'il y a eu un problème en termes de développement osseux à l'adolescence. Donc on dégénère clairement parce que l'environnement d'un côté n'est plus suffisamment. La sélection naturelle a disparu. D'ailleurs, elle a été remplacée par l'État clairement. Et d'un autre côté, là où notre vie avant était très exigeante et il y avait des gros stress, aujourd'hui c'est une multitude de micro-stress qui ne s'arrêtent jamais. Donc ça fait que à la fois on est plus fragile face à notre environnement parce qu'il y a plus de sélection naturelle clairement, il y a plus d'hormèse. Et en même temps, bah, on en prend plein la gueule et on se repose jamais. Donc c'est comme si, je reprends l'exemple de la voiture, c'est comme si tu roulais, ça t'éteint jamais le moteur en fait. Si t'éteins jamais le moteur, bon, bah, au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant, quoi. Le carburant étant les nutriments que tu ingères et l'oxygène que tu respires. Non, non, C'est pour ça qu'il y a un problème de ça. j'acquiesçais, je disais, et ta capacité de traitement de ces nutriments pour pouvoir produire quelque chose Bien de sûr, valeur. il y a ça aussi. Euh, Parce que pour pouvoir digérer correctement, assimiler correctement, il faut que le corps ait de l'énergie, il faut que tous les systèmes fonctionnent bien, etc. Le cercle vicieux, c'est très facile de tomber dedans. Alors, parlons justement de ce que tu fais. J'ai entendu dire qu'il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques jours, tu Mm. étais en séminaire à Dubaï avec des clients. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quel type de clients c'était et quels sont ces séminaires que tu organises? Qu'est-ce que tu fais pour tes clients? Alors moi, à la base, ce que je fais pour mes clients, c'est une offre unique d'accompagnement sur plusieurs mois avec mon associé Timothée. Je vous fais la petite métaphore que je fais à chaque fois, et après je vous parle de ce qu'on fait en séminaire rapidement. Imaginons que vous voulez construire un immeuble de 20 étages. Bah, la première chose que vous allez faire, c'est de construire des fondations solides, poser des bases, ensuite vous allez commencer à bâtir, parce que si vous faites pas de fondation, le jour où il y a du vent, l'immeuble il s'effondre. Bah, pour moi, un individu, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, je vois trop de gens qui bâtissent sur des fondations fragiles. Quand je dis bâtir, c'est bâtir son entreprise, sa carrière, sa fortune, sa famille, son patrimoine, peu importe, ou son réseau. Et nous, ce qu'on fait en fait, c'est que on travaille sur ces 3 strates avec les gens. On les aide à consolider leurs fondations, consolider les fondations psychologiques sur lesquelles ils se sont construits. Donc ça, c'est plutôt un travail de fond, un travail sur de la psychologie et j'oserais même dire un travail de thérapie. Dans un deuxième temps, enfin en même temps, mais un deuxième niveau de travail, c'est poser des bases solides. Et là, c'est plutôt ça relève, c'est tout ce qui touche à l'hygiène de vie, donc alimentation, sommeil, sport, mobilité, respiration, oxygénation, tout ça. Et là, l'idée c'est pas d'aller chercher l'efficacité à tout prix, c'est de suivre un modèle efficient, un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Donc juste d'appliquer quelques principes de base, faut pas que ça devienne une prise de tête et que ça occupe trop d'espace mental et que ça devienne juste une dépense d'énergie en fait, et quelque chose qui soit résilient aussi parce que c'est bien beau si t'es en bonne forme parce que t'as une routine hyper carrée, bah, le jour où tu pars en déplacement, la routine elle saute et du coup t'es plus en bonne forme, donc en fait t'es complètement dépendant de ton système et tu es fragile, exactement comme un monde mondialisé en période de Covid, on a vu. Donc quelque chose d'efficient et de résilient. C'est le problème de l'hyper-contrôle, on est d'accord. Complètement. Quand tu... Complètement. Et donc, premier niveau, les fondations. Deuxième niveau, poser des bases. Et troisième niveau, bah, bâtir. Moi, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Je parle beaucoup de compréhension de l'économie, des mécanismes de l'économie, de la création de valeur, de la monnaie, de l'énergie, l'entropie, les lois de la thermodynamique, de la physique. C'est ça qui régit l'économie. Comme dit Charles Gaff, que j'écoute aussi énormément, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Il a raison. Donc, on travaille sur ces 3 niveaux. Et souvent, le truc le plus important qu'on fait, c'est d'aider des mecs, surtout des mecs, à se réconcilier avec eux-mêmes parce qu'en fait, ils se détestent, ils se traitent comme des objets, ils se maltraitent et ils carburent à la culpabilité, à la honte, ils savent rien faire d'autre. Et ils vont mal finir. Mais en général, quand ils sont trop jeunes, ils s'en rendent pas compte parce que l'excès de confiance, l'énergie illimitée permet de compenser. Voilà ce qu'on fait. Et ensuite, pour ce qui est des séminaires, on en a fait 3 pour l'instant. 4. L'idée, c'est d'aller dans un endroit sympa. Là, en l'occurrence, c'était Dubaï parce qu'on a un client là-bas, qu'on a eu en accompagnement, qui vit là-bas depuis 2 ans et il nous a dit, les gars, il a participé aux 2 premiers séminaires, il a trop kiffé, il nous a dit, je veux absolument que vous veniez organiser un séminaire à Dubaï, je m'occupe de tout. Lui aussi, il veut tester un peu, développer une activité pour organiser des séminaires, donc c'était l'occasion. Donc on a fait ça là-bas. Et l'idée, c'est de réunir des profils de gens qui réfléchissent, qui à la fois ne s'excusent pas de vivre et de respirer et ont des projets, ont de l'ambition et ont envie de bouffer le monde,
et en même temps qui ont conscience qu'ils ne sont pas des machines ou des super-héros, qu'ils ont des failles et des vulnérabilités et qu'il faut travailler dessus pour pas s'effondrer en route. Et des gens qui sont évidemment sensibles à la responsabilité individuelle, qui sont souvent des profils entrepreneurs, pas trop cons. Donc l'idée c'est de réunir des profils comme ça dans un endroit sympa, de bien bouffer, de très bien bouffer, de faire du sport, de faire des activités cool et de parler business et de refaire le monde, et aussi de faire un petit peu le travail qu'on fait en accompagnement, de le faire aussi là-bas sous forme de séances, de coaching, etc. Et c'est aussi un moyen de réseauter, c'est que du kiff en fait, on fait ça pour kiffer surtout. Et donc là voilà, c'était à Dubaï. C'est stylé Dubaï, hein. Ils vivent vraiment dans un autre monde. Tu peux nous en dire plus sur Dubaï? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer là-bas? Ce qui m'a fait kiffer là-bas, c'est que tout fonctionne bien. Y a pas de friction, tout fonctionne bien. C'est l'exemple même d'un État qui est comme une entreprise et qui a un produit, une offre, et en fait, bah, faut contenter les gens. Donc si les gens ils sont contents, ils restent. Ils sont pas contents, ils se barrent. C'est extrêmement darwinien et sacrificiel, hein. C'est extrême. J'ai appris par exemple que quand tu arrives là-bas et que tu veux étendre ton visa et travailler, on te fait un test sanguin, et si t'as le sida, si t'es positif au VIH, on te dégage, tu rentres chez toi. Donc tu vois, c'est extrême, c'est un peu l'extrême opposé de chez nous. Il y a C'est énormément de un peu, positifs. d'une certaine manière, c'est un peu du bon sens, hein. Si tu as un étranger qui arrive dans ta maison, en France, c'est Je l'inverse. te On rejoins, passe je des te lois rejoins, pour que les étrangers puissent venir se faire soigner non, gratuitement. je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce C'est d'une violence est-ce que extrême dans certains cas, mais je suis d'accord. C'est une violence, mais je trouve que c'est un choix qui est assez quand même rationnel. Alors après, il y a un autre débat sur le sida qu'on n'aura pas ce soir, mais les tests, tu peux avoir le sida en Angleterre et pas en Australie, quoi. Ouais, non, mais c'est Donc, ça qu'il faut aussi. en fonction de ton activité, on va dire, et de ton logiciel, par exemple, s'installer à Dubaï, ça peut être une stratégie efficace de réduction de son stress. Quand Alors, tu es pour moi, confronté oui, sans arrêt clairement. à des frictions avec l'administration, avec ce genre de choses. Ça, oui, il y a des sources de stress qui sont extrêmement présentes en France qui ne le sont pas à Dubaï, mais il y a des sources de stress qui ne sont pas présentes en France qui sont présentes à Dubaï. La pollution de l'air est un stress, les aliments pauvres en nutriments, c'est un stress. L'absence de végétation et de pluie et de bruit des oiseaux. La Par exemple, chaleur, si t'aimes ça, trop de soleil aussi, c'est un stress. Enfin, à chaque endroit, il faut de l'équilibre, et donc Dubaï, ça vient avec son lot de défauts aussi. Mais c'est sûr que quand tu viens de France, du pays le plus taxé au monde, et que tu arrives là-bas, et que tu vois que des mecs qui font le même chiffre d'affaires que toi, ils ont 4 fois ton niveau de vie, ça fait drôle. est-ce que tu penses aussi, parce que tu sais, en France, il y a beaucoup de suicides chez les policiers, les fermiers. Moi, je pense qu'aussi, il y a payer des taxes, oui. Je pense que ça ramène du stress en plus, mais aussi comment sont utilisées les taxes, parce que j'ai l'impression que la structure technocratique en France utilise les taxes pour aller contre les intérêts des gens Et qui bien sûr. la financent. Et en fait, quand tu es un mec qui a des valeurs un petit peu traditionnelles, qui te lève le matin à 5 heures du mat pour aller travailler dans un taf de merde, pour travailler jusqu'à la fin du mois de juillet pour l'État, et quand tu vois que l'État utilise ton oseille pour crucifier le Christ à la Ouais, mais c'est un cérémonie des cauchemar. JO, mettre des chars de la Gay Pride et faire danser des transsexuels à l'Élysée. En fait, quand tu te réveilles le matin et que tu te dis la moitié de ma journée ou la moitié de mon année, je travaille pour financer ça, et ben en fait, tu as envie de te mettre une balle dans le cornet. Est-ce que tu penses que ça Complètement. joue pas aussi ça? Le Ça système de joue. valeurs, parce que tu vois, on parlait de ça, tu vois, Boukele, c'est pas un libertarien, mais avec l'argent de ses impôts, il fait régner la sécurité, il met les gangsters en prison et il construit des cathédrales. Je pense que quand tu fais ça, l'impôt, il passe un peu mieux. Bien sûr. Non, non, mais là, on a atteint un niveau c'est que moi, à chaque fois que je vois une news sur Insta ou quoi, je commande Groland, parce que pour moi, c'est un mélange de Groland, de South Park. Enfin, c'est absurde du début à la fin. Tout est en train de s'étioler, de s'effondrer. C'est juste des mecs qui pillent de la valeur et qui se remplissent les poches et qui ne font rien. Enfin, c'est une vaste blague, là, à ce niveau. Donc, oui, ça crée du ressentiment chez plein de gens, et c'est un cauchemar, et c'est insupportable. Enfin, Ouais, non, c'est du stress, hein. tu deviens inconsciemment obligé. En fait, soit tu fais face au réel, soit tu deviens fou. Tu vois. J'ai eu un commentaire qui est passé tout à l'heure en parlant de Nicolas Kipey, en disant que c'est ton premier client. Je sais pas, je sais pas. Nicolas qui Est-ce paye. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. est-ce que tu peux, voilà, j'allais dire, nous dresser un portrait robot de tes clients Et habituels? Quels sont leurs profils? Quels sont leurs systèmes de valeurs? Et pourquoi ils t'appellent? Nicolas qui paye, pour moi, il n'a pas encore suffisamment conscience qu'il se fait engueuler pour être mon client. Mon client type, c'est un profil entrepreneur, investisseur, spéculateur. Même, j'aime beaucoup travailler avec les traders, les spéculateurs, parce que je les comprends bien. Pour moi, mon client idéal, c'est un mec qui a déjà compris qu'il se faisait engueuler, qui est parti à fond dans l'autodéterminisme et qui, en fait, est en guerre contre l'État et souvent aussi en guerre contre lui-même. Et c'est le seul chemin qu'il connaît pour y arriver. Et donc, en fait, il est en train de s'épuiser dans la bataille. Mais il est déjà éduqué sur la santé et l'hygiène de vie. C'est juste qu'il en fait trop. Moi, souvent, mon rôle, c'est de dégrossir et de lui faire comprendre que, en fait,
c'est contre-productif. Et souvent, il est éduqué aussi sur la politique, la métapolitique, la monnaie, l'économie, un minimum. Donc il a conscience, il est à un certain niveau de réalité, tu vois. Il est un minimum adulte. Ça Je suis pas m'étonne François. pas. Ça m'étonne pas ce que tu dis vis-à-vis du commentaire que Nicolas Quipé est ton client, parce que le Nicolas Quipé, faut bien comprendre que lui, la manière qu'il a de décharger son stress, c'est de se sédater en allant voir des influenceurs de droite qui font toujours les mêmes blagues et qui posent toujours les mêmes constats et qui vont lui permettre d'avoir eu l'impression, voilà, d'avoir déchargé son stress et de recommencer la même merde le lendemain. Et le cycle continue jusqu'à ce qu'il puisse mettre un papier dans une urne en attendant un homme providentiel qui ne viendra jamais et va pouvoir continuer à se plaindre comme ça en boucle. Non, je pense pas que ce type de mec cherche à s'en sortir, cherche des solutions. De toute façon, attends, juste, je me fais une parenthèse. Le mot Nicolas Quipé, c'est un peu comme le mot bobo ou hipster, c'est des mots valises. Et on est tous le Nicolas qui paye de quelqu'un d'autre. Là, il disait, c'est pas des Nicolas qui payent, c'est des Ryan qui payent. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a différents degrés, c'est des mots valises. Et d'une certaine manière, on est un peu tous des Nicolas qui payent. Hein. Si tu habites en France, même si tu payes pas d'impôts, tu payes la TVA, tu consommes. Enfin, tu vois. On peut voir ça comme ça. Et je vois Lucas qui dit se sédater en regardant le bunker aussi. Moi, je trouve que votre contenu, c'est pas vraiment un sédatif. Il y a un peu ce côté catharsis, ouais, on s'amuse bien, on se défoule et tout, mais il y a quand même un côté où viens prendre ta claque de réalité et bouge-toi le cul et prends-toi en main. Et il y a pas beaucoup de gens qui incarnent ça, je trouve. Bah, nous, on essaye de tout ramener sur l'action quand même. C'est vrai que, comme tout le monde, on aime bien s'amuser sur le popcorn de ce qui se passe autour de nous et déconstruire un petit peu à quel point le Truman Show, quoi. Mais on essaye toujours de le faire en poussant les gens à l'action. Parce que en fait, et en donnant les outils aux gens pour passer à l'action. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens dans le commentaire politique, que ce soit Nick Fuentes, Alain Soral, tous ces mouvements-là, qui passent leur temps à dépeindre un constat qui est juste souvent et qui est un peu déprimant, mais ils ne donnent pas les outils pour avoir la solution. Et nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le guide. Ils les vendent. Ouais, non, mais même pas, à peine, même pas. En fait, ils vendent pas les solutions. Tous ces mecs-là que j'ai cités, ils vendent pas ça. Ils vendent du merch, ils vendent des livres pour comprendre à quel point on est dans la merde. Mais en fait, nous, on essaye tout, et c'est pour ça que nous, notre devise, c'est business en ligne, expatriation et Bitcoin. C'est parce qu'on veut vraiment utiliser toute cette analyse de la situation pour pousser les gens à passer à l'action et augmenter leur résilience pour être moins victimes de ce monde-là qui dénonce. En dehors de ça, ma ligne de défense sur ce commentaire, c'est que ça fait plus d'un an qu'on reçoit chaque semaine des profils de gens qui sont expatriés, des entrepreneurs qui proposent leur vision de la vie et qui donnent aussi leur parcours pour que les gens puissent pour que les gens puissent s'identifier et se dire, OK, comment je peux faire moi aussi pour me lancer, pour partir si le pays me convient pas, ou bien pour relancer mon activité, etc. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Mais non, mais c'est un commentaire juste. Il doit y avoir des gens qui utilisent ce contenu-là de manière sédative parce qu'ils passent pas à l'action derrière, mais ça fait partie de la vie. Nous notre projet, c'est d'essayer de pousser les gens à le faire. Je vois le commentaire qui parle du guide. Effectivement, on a proposé un guide. Alors ce guide-là, c'est pas non plus la Bible magique. Ce guide-là, c'est un ensemble d'actions qu'on peut faire pour réduire sa surface d'attaque et se préparer à avoir une vie plus libre qui inclut de plus grandes responsabilités personnelles. Donc moi, je pense qu'on est cohérent là-dessus. Qui dit et on en parle dans le guide de ça, qui dit une surface d'attaque limitée, ça veut aussi dire que l'État a moins de levier sur toi. Donc concrètement, tout ce qu'on dénonce, en fait, si tu t'appliques toutes ces méthodes-là, en fait, tu vas réduire l'impact que ces gens que tu n'aimes pas ont sur toi. Donc, c'est très bien. Oui, bien sûr. Tu réduis le stress, c'est exactement ça. Tu perds moins d'énergie, tu gaspilles moins d'énergie à entretenir un système à l'agonie. Alors, je vois, vous oubliez les latinas dans votre devise. Tout à fait. Et d'ailleurs... je suis d'accord, faut pas oublier les latinas. Les latinas sont un moyen de considérablement réduire son niveau de stress. Ça permet. Alors, les latinas, on blague souvent dessus, mais pourquoi on blague dessus? Parce que c'est souvent des femmes tradies et qui ont pas peur d'assumer une répartition des rôles qui est favorable, on va dire en général, à l'homme se bouge les fesses pour essayer de ramener de la calorie à la maison, et puis madame va s'occuper un petit peu de l'intérieur, ce qui va baisser ton niveau de stress, parce que quand tu as Magalax, une fois que tu as fait ton taf de freelance après ton open space qui te demande de laver la vaisselle et je ne sais quoi d'autre, et ben voilà, je veux dire, c'est pas une situation propice
au développement de son La soi. complémentarité naturelle entre hommes et femmes, elle est parfaite de ce point de vue de la gestion du stress, puisque les femmes sont douées et ont des facilités à faire ce qui demande beaucoup d'efforts aux hommes et inversement. Est-ce que Qu'est-ce tu que penses tu pas penses? que les femmes sont encore plus victimes des hommes de ce stress-là, dans le sens où la femme de 2025, on lui vend le rêve où elle va être C'est capable de terrible. tout faire. Elle va être Terrible. capable d'être une mère, elle va être capable d'avoir une carrière, elle va être capable de... Enfin, en fait, elle va garder ses rôles de femme, mais en plus de ça, elle va prendre tous les rôles des hommes. Donc j'ai l'impression Complètement. quand même dans ce prisme moderne, on demande encore plus aux femmes, et je pense que une femme qui se dématrixe pas un petit peu de tout ça, elle va forcément finir en burn-out, parce que tu peux pas être carriériste, mère Oui. au foyer et t'occuper de la déco de ton salon, quoi. Complètement, et c'est ce qui fait que bon, du coup, il y a plein de meufs qui tombent dans ce piège-là et qui ne font pas de gosses, mais même celles qui en font, en fait, les 9 mois qu'elles passent enceintes et les premières années de vie de l'enfant, la mère est extrêmement stressée, elle a son Ouais. travail, ses tâches, ses machins, et en fait, ça crée de la dégénérescence chez l'enfant, qui va pas se développer correctement, qui va développer des troubles anxieux, qui n'aura pas un vrai sentiment de sécurité intérieure. Donc en fait, c'est le début de la chaîne, c'est le début de l'effondrement civilisationnel. Alors, je tiens à préciser avant qu'on nous traite d'affreux sexistes que moi, je suis père de famille et je pense que le travail être une mère est un travail dès la Bien sûr. conception, mais quand tu le portes, quand tu le mets au monde, l'enfant, et surtout ce que les gens oublient quand tu t'en occupes après, il faut voir la masse de travail que ça représente. Et quand j'entends qu'il y a des femmes qui doivent retourner au boulot au bout de, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 28 jours, je sais plus quoi, C'est criminel. et déléguer cette phase tellement importante qui crée la liaison en fait entre la mère et son enfant pour la vie à d'autres gens, ben, je trouve ça scandaleux et criminel. Alors, si on n'a pas d'autre choix pour des raisons financières ou autres, ben, c'est normal, ça se comprend. Maintenant, si on a le choix ou que c'est juste par confort, on n'a pas envie de s'occuper des gosses, je trouve que c'est horrible. C'est horrible, tout simplement. Non, mais tout est fait. Tout est fait pour rendre le C'est fait fait d'élever pour. des enfants soit inenvisageable, soit extrêmement Ouais. difficile. C'est de l'accélérationnisme. Et c'est vraiment un système au sens, à l'échelle d'une civilisation qui va vers son extinction. Ah, c'est pour ça que je dis qu'à la fin, la nature s'autorégule toujours parfaitement. Alors, pour revenir à nos chers bitcoiners et à nos chers adeptes des cryptos, quels sont les conseils que tu donnerais dans ces temps difficiles pour pouvoir avoir de la lucidité et du discernement, diminuer leur niveau de stress, mais aussi prendre les bonnes décisions? Le gros du travail, il n'est pas sur le faire, il est sur l'être. C'est facile à dire. Ouais, Euh, mais ça j'ai du mal moi, hein. Tu l'as remarqué, je je, pense. je capte, je capte. Quand je parle d'un travail sur l'être, c'est un travail de thérapie. C'est un travail qu'on peut pas faire seul, et je déconseille à tout le monde d'aller essayer de faire ce travail seul en prenant des psychédéliques, ou en faisant des séances de breathwork ou ce genre de trucs, parce que il y a des portes qui sont fermées là-dedans pour de bonnes raisons, et passer en force et ouvrir des portes qui ne sont pas prêtes à être ouvertes, c'est très dangereux. Donc un travail de thérapie et un travail, aller foutre les mains dans ce merdier là, aller voir l'ombre, ça se fait en étant accompagné et en ayant quelqu'un pour nous réceptionner. Ceci étant dit, pour ce qui est du travail sur le faire, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, je sais pas en vrai, mais la plupart des gens qui se sont déjà intéressés à tout ça, ils font trop. Ils ont tout complexifié. Ils ont mis de la rigidité, de la minutie et du contrôle dans tout, et c'est ça qui les détruit en fait. Donc il faut juste revenir à du putain de bon sens. Je vous renvoie aux quelques lois de la thermodynamique qui disent que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La seule chose dont on a besoin pour performer cognitivement et donc pour utiliser nos ressources, faire preuve de discernement, de raisonnement, c'est d'énergie. Pour pouvoir avoir de l'énergie, pouvoir mobiliser de l'énergie, il faut en avoir à disposition. Et pour en avoir à disposition, il faut l'avoir obtenue par les nutriments qu'on ingère, il faut il faut être correctement oxygéné, donc respirer correctement, il faut se reposer suffisamment, donc il faut dormir suffisamment, et il faut avoir un système, un corps humain, qui a un bon rendement énergétique, qui est capable de bien transformer l'énergie d'une forme à une autre. Et donc, l'intérêt du sport, du mouvement, travail sur le cardiovasculaire, etc., etc. Donc, le seul truc que j'ai à dire, c'est honorer vos besoins. Honorer vos besoins et apporter au corps ce dont il a besoin. Et ça, c'est très, très important. Je vois énormément de droitards, je vais user le terme, qui me disent « Oui, le socialisme, c'est une pensée magique, gna gna gna. » Mais en fait, quand on transpose ça à la santé, croire qu'on peut performer physiquement et cognitivement sans jamais se reposer, sans respecter des cycles et sans amener au corps suffisamment de nutriments et sans prendre soin de la capacité du corps à digérer, à assimiler les nutriments, c'est être aussi dans une pensée magique. Ça revient à creuser sa dette.
Donc ça revient à faire du socialisme avec soi-même. Vous me suivez là-dessus? Pour moi, il y a un parallèle évident. Le non-interventionnisme, ça fonctionne pour la santé d'un individu et ça fonctionne pour la santé d'un système plus complexe comme une entreprise ou une société ou un pays. C'est un très bon parallèle, ça se voit que tu as bien poncé le Ah, sujet. celui-là, j'ai commencé à le percevoir il y a 5 ans. D'ailleurs, en parlant de J'étais genre... cette culture de la surperformance, de la hustle mindset, qu'est-ce que tu penses d'influenceurs comme Andrew Tate qui, eux, sont absolument là-dedans je suis le meilleur, je fais de la muscu, je fais de la boxe, je suis le plus riche, vous devez être comme ça, sinon vous êtes des merdes. Ouais. J'imagine que toi, tu n'étais pas forcément aligné avec lui là-dessus, quoi. Écoute, moi je trouve qu'il est, à plein d'égards, à plein d'endroits, je l'aime beaucoup, à d'autres, je le trouve ridicule. Je trouve que c'est un mec, déjà, il est extrêmement intelligent. Ça se voit que le mec, il doit taper les 140 points de QI. En plus, je veux dire, physiquement et cognitivement, il est dans le top 1 pour 1000. Donc en fait, ce mec-là, il est capable de vivre à un niveau de stress extrêmement élevé et ça lui convient très bien. Mais les conseils qu'il donne vont convenir à un mec sur 1000. Moi, si je suis ses conseils, Andrew Tate, c'est un mec qui fait du jeûne intermittent tous les jours, il mange que le soir. Et puis surtout, plus t'es en haut de l'échelle de dominance hiérarchique et plus t'as accumulé de l'argent et plus t'ouvres ta gueule sur Internet, plus tu deviens une cible. Donc plus t'es stressé à l'idée qu'on vienne te prendre ta valeur, qu'on vienne te buter. Donc le mec, il vit dans un stress permanent. Il faut pouvoir le supporter, ça. Moi, je Ouais, pourrais c'est pas ça. le Lui, supporter. en fait, lui, il est dans le top 0,1%. Et les conseils qu'il donne, concrètement, ils sont bien, mais si Eh, un mec normal ne peut pas les appliquer, quoi. Il Il faut peut les aussi appliquer, savoir mais ça va lui coûter plus cher. il faut aussi savoir discerner l'être et le paraître. C'est-à-dire Bien sûr. qu'il y a beaucoup de choses qui racontent qui sont du paraître, et il y a des choses que l'on voit, ce qui fait qu'ils sont de l'être. Je pense qu'il y a beaucoup plus à tirer de l'être que du paraître chez Andrew Tate. Mais en dehors de ça, ça marche aussi avec comment tu gères ta vie, selon moi. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses où il faut paraître, il faut faire bonne figure et il faut être capable de sortir les doigts du cul et d'être comme ci, comme ça. Et puis s'il y a des points où on est mauvais ou alors où on pourrait s'améliorer, il faut savoir être, il faut savoir se faire accompagner et il faut savoir aussi être, comment on appelle ça, indulgent avec soi-même. Donc je pense que l'être humain est une créature qui est toujours tu sais, dans le paradoxe, et qui est à la fois qui a le cul entre deux chaises, et qu'il est important d'accepter qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du paraître, mais qui sont très importantes pour devenir, par exemple, tu vois. C'est un peu ce que GG, tu avais déjà parlé dans l'émission, le fake it until you make it. Si tu te tiens à une certaine discipline, à un certain paraître, ça va quand même t'apporter des choses. Mais après, il y a le être, et il y a le fait qu'il y a certaines lacunes qu'on a, il y a certains traumas, il y a certains plein de trucs, où là, il faut être réaliste, indulgent et se faire accompagner si nécessaire. Le risque du paraître, c'est que ça finisse par trop t'éloigner de qui tu es au fond. Pour moi, le meilleur moyen de bâtir en étant aligné, sans être aliéné de soi, c'est d'avoir déjà fait un travail de réconciliation avec soi-même. De réconciliation avec toutes les parts de soi-même, avec ses émotions et ses sensations, avec ses défauts, ses faiblesses, ses tares, sa perversion, tout ce qu'il y a de plus dégueulasse en soi. Tant que tu veux renier ça, mettre ça sous le tapis et devenir la version idéale de toi, on en revient à ça, plus tu t'éloignes de toi-même, plus ça va être difficile de fonctionner, plus ça va créer une tension interne entre ce que tu veux paraître et ce qui tu es vraiment. Et ça coûte extrêmement cher en énergie. À titre personnel, un des trucs qui m'a fait le plus progresser ces dernières années, contrairement à avant, j'étais comme toi, hein, j'étais une machine, tu sais, avec très papa, très tu te fais subir. Ça m'a beaucoup servi, attention, hein, je pense qu'on doit Bien tous sûr. passer par une phase militaire comme ça. Mais ça a été le moment où j'ai appris à lâcher du lest sur les trucs que je maîtrisais pas. Tu vois, je vois des collègues ils se mettent dans des états pour des divorces, des disputes et tout. En fait, tu peux rien y faire. Pardonne-toi et laisse couler. Et putain, mais justement, on parle de niveau de stress. T'as ton niveau de stress qui descend à des niveaux gérables, en fait. Tout ce que tu maîtrises pas, bon, ben voilà, tu le mets de côté, concentre-toi sur ce que tu peux faire. Et tout le reste, voilà, pète un coup, sois indulgent avec toi-même, tu le maîtrises pas, et puis voilà. Et ça fait partie de la magie de la vie. Il y a des gens qui sont très portés sur le fait de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de leur monde. Moi, c'était plutôt l'inverse, c'était vraiment le contrôle de soi en permanence. Incarner un idéal, ne jamais exprimer de colère ou quoi, donc toujours se sacrifier au détriment de l'autre. Enfin non, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Ouais, moi, j'ai Bref, compris. le travail à faire, le travail de fond à faire et le travail de se réconcilier avec soi et sortir de mécanismes égotiques, il est différent en fonction des structures de personnalité, en fonction des gens. Et donc, un des prérequis de base, c'est d'apprendre à se connaître. Quand tu apprends à te connaître, à comprendre comment tu fonctionnes, tu comprends quelles sont tes motivations profondes pour agir, tu comprends comment tu prends des décisions, quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses, et tu es beaucoup plus lucide avec toi-même, donc indulgent, et tu évites de t'embarquer dans une voie qui n'est pas la tienne, par idéologie de l'autodéterminisme, tu vois.
Eh bien, écoutez, les gars, si vous avez écouté toute l'émission jusqu'ici, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La première des choses, eh ben, vous pouvez télécharger le guide Réduire sa surface d'attaque afin de prendre un peu des mesures pour, voilà, vous baisserez votre niveau de stress si vous maîtrisez un peu plus, ce qui fuite sur vous et puis que vous palpez un peu les risques réels auxquels vous êtes exposé. Et la deuxième chose, c'est très certainement d'être lucide avec soi-même, de regarder ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi on ne le peut pas. Et voilà pour ma part. GG, tu veux Alors, truc à réagir dire. hein Non, moi je voulais juste dire que pour répondre plus en détail à ta question qui était du coup quoi faire, et pour répondre à Lucas, il y a une semaine ou deux, j'ai publié sur YouTube une formation que je vendais à l'époque. C'était une formation pour les traders à la base, qui sont des grands stressés, mais ça s'applique pour tous les profils qui veulent entreprendre, qui bossent beaucoup, qui sont exigeants avec la vie, avec eux-mêmes. Ça dure 2 heures, c'est sur ma chaîne YouTube et je développe énormément de choses dedans. Je vous conseille d'aller voir ça, ça vous aidera beaucoup, je pense. Ok. Ok, On enchaîne sur le questionnaire PLS. j'envoie le jingle. Questionnaire PLS. Alors, le questionnaire PLS, je vais te poser quelques questions en rafale. Tu peux y répondre par oui ou par non, ou tu peux élaborer un petit peu, ou si ça te dérange, tu peux passer. Première question, quel est ton rapport à la caféine? Est-ce que tu recommandes? Et si oui, combien de café tu prends par jour? Je peux, encore une fois, faut contextualiser. Oui, je recommanderais, et moi je me limite à 2 à 3 cafés par jour au maximum, et j'évite d'en boire au réveil. Et je fais des pauses de temps en temps parce que ça camoufle la fatigue et l'épuisement. Le 11 septembre, Attends, j'ai pas eu le début de la question, mais j'imagine que tu parles du 11 septembre. Alors, j'ai vu l'interview de Aaron Rousseau chez Alex Jones en 2012. Donc pourquoi? Parce que je pense qu'il fallait quelque chose de suffisamment traumatisant pour justifier l'invasion du Moyen-Orient pour aller chercher du pétrole, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore découvert les gaz de schiste. tu parlais tout à l'heure de psychédéliques. Est-ce que tu as déjà pris des champotes ou du LSD ou des trucs dans le genre? J'ai pris une fois des champignons quand j'étais très jeune, j'avais 18 ans, des psilocybes évidemment les plus forts. Je pense que ça a réveillé quelque chose chez moi, un fond de paranoïa latente dont j'ai souffert pendant des années, mais ça m'a aussi permis d'aller regarder ce qu'il y avait. Donc finalement, c'est du positif, mais j'ai peut-être eu de la chance que ça soit pas plus grave. Donc je déconseille vivement. Et j'ai eu une autre expérience plus récente avec, j'allais dire de la stevia, non, de la salvia. Ah ouais, ok. Et je déconseille. C'était extrêmement violent, ça m'a mis face à ma peur de la mort. Et je pense que C'est de la feuille de salvia ou des extraits chimiques x10, x20? extrait x15 dans un banc, sachant que j'avais des années de pratique de plus jeune à bien garder la fumée pendant longtemps. Ah ouais. Donc niveau 5 sur 6, expérience de mort, de dilution de l'ego total, extrêmement traumatisant. Je conseille vraiment pas. C'est vraiment jouer à la loterie. Vous avez de grandes chances de finir en HP. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie de finir en HP en France parce qu'une fois que vous finissez en HP en France, votre vie elle est terminée. Terminée. Donc ne jouez pas à ça. Je sais que vous le faites quand même parce que c'est comme ça. Ah, la salvia, j'avoue, c'est un truc qui était à la mode quand nous on était ados, mais j'en ai jamais trop réentendu parler après, mais effectivement, apparemment, c'est très très fort. Moi, j'ai jamais goûté. C'est d'une violence, d'une Ouais. violence. Est-ce que En tu fait, penses d'ailleurs, vas-y, finis. non, juste un truc. Pour moi, les expériences psychédéliques, de base, je déconseille, mais moins vous avez fait le travail sur vous, moins vous avez fait un travail de fond pour aller découvrir votre part d'ombre et aller régler les problèmes de l'enfance, plus ce sera risqué parce que moins vous avez fait ce travail, plus il y a de portes qui sont fermées, plus il y a de choses auxquelles vous n'avez pas accès consciemment pour de bonnes raisons, je le répète, et donc plus l'expérience risque d'être violente et plus c'est de la loterie en fait. Est-ce que tu penses pas, tu te parlais tout à l'heure de gens qui étaient un peu obsédés dans le contrôle. Moi, dans mon entourage proche, j'ai pas mal de gens qui étaient des anciens fumeurs de weed, qui ont arrêté du jour au lendemain et sont devenus des obsessionnels un peu du contrôle, que ce soit sur la muscu. Maintenant, la ils nutrition et font tout des ça. ultra trails et Ouais, ça peut être ça dans les aussi. deux cas, T'en penses quoi de ça? je pense que dans les deux cas, ils sont drogués, addicts. Pour moi, l'addiction, c'est ni bien ni mal, ça sert juste à équilibrer, à retrouver un équilibre dans le système. Dans les deux cas, c'est une fuite de soi. Quand on va mal, quand on a un vide intérieur immense, quand on n'a jamais fait le travail de fond et qu'on n'est pas à l'aise d'être avec soi, de n'être qu'un, eh ben on a besoin de se fuir. On a besoin de se fuir soit dans la substance, dans le jeu vidéo, dans le sport, dans le travail. Tous les entrepreneurs qui bossent 14 heures par jour, ils sont juste en train de se fuir dans un truc qui est un petit peu mieux accepté socialement que LOL, les jeux vidéo ou autres conneries. Mais ça relève toujours du même mécanisme, la fuite de soi. Et je vois aussi énormément d'anciens fumeurs qui finissent addicts au sport et à se faire mal dans le sport et à se fuir dans le sport pour s'occuper. Et ne jamais avoir à se confronter à eux-mêmes.
Tu citais Alex Jones tout à l'heure, je rebondis. Est-ce que tu penses que consommer de l'eau du robinet rend homosexuel? Écoute, si jamais j'avais des enfants et qui grandissaient dans une grande ville, on va dire à Paris, bah, je les laisserais pas boire l'eau du robinet sans avoir filtré. Moi-même, je filtre l'eau de mon robinet. Je pense que les résidus de pilules ont un énorme impact. Il y a des histoires comme ça, genre dans je sais plus, des marécages aux États-Unis, je sais pas quoi, où il y a des perturbateurs endocriniens et où les poissons sont tous hermaphrodites. C'est un vrai sujet. C'est un vrai, vrai, vrai sujet, bien glissant, bien deep. Donc, ouais, non, évitez. Ok. Est-ce que tu penses que être trop intelligent est un tard? Parce que ça peut amener à l'inaction et au doute. Je pense que être trop intelligent, c'est une anomalie. C'est la nature qui fait des essais-erreurs et qui teste des trucs éloignés de la moyenne. Il y a une corrélation directe entre le QI et la réussite professionnelle jusqu'à un certain palier de 120, 125. Au-delà de ce palier, on est tellement inadapté, on est tellement déphasé par rapport aux autres qu'on galère. Je sais ce que c'est. La plupart des gens avec qui on travaille sont des profils surdoués. Et donc oui, c'est à la fois un handicap et un don. Il faut savoir l'apprivoiser, quoi. Et pas en devenir, pas le subir. Si tu devais t'expatrier, tu irais où et pourquoi? Dans les 10 prochaines années, je te dirais la Suisse, parce que sécurité, situation géographique, environnement, je suis très proche de la nature, c'est très important pour moi. QI moyen, très important. Et si c'est pas la Suisse, oh là là, je sais pas, c'est dur. Peut-être le Portugal, Madère, j'aime beaucoup. Après, tu vois, je me verrais pas vivre à Dubaï à l'année, peut-être 3 mois dans l'année, mais à l'année, moi, je me ferais chier. J'aime beaucoup l'Asie, j'aime beaucoup des villes comme Kuala Lumpur, mais c'est trop différent de ma culture originelle et j'aurais peut-être du mal à long terme. Ok. C'est dur cette question. Ensuite, Je surveille l'Argentine, bien sûr. Pardon. ah ouais. Bon, d'ailleurs, la semaine dernière, on a parlé d'Argentine. Pour ceux que ça intéresse, allez voir dans nos dernières vidéos publiées. Est-ce que tu as une routine du matin? Si oui, laquelle? J'ai à peu près tout dégagé. La seule chose que je fais, c'est boire un grand verre d'eau, prendre mes compléments et faire un peu de Qigong, de respiration. Qigong, c'est les trucs des Chinois dans les parcs, là. Pour m'oxygéner correctement, encore, je le fais pas tous les jours. Mais quand je le fais, putain, ouais, voilà, ouais, me tirer à l'arc. Quand je le fais, je me sens extrêmement bien en termes de lucidité, de capacité de concentration, prise de décision, aisance relationnelle, incroyable. Et à plus long terme, libido aussi, incroyable. Je tiens à dire quelque chose ici. C'était plus facile dans la vie d'avoir des routines du matin quand j'avais pas d'enfants. Faut que les mecs qui fassent des routines du matin, ils intègrent les enfants parce que ça exclut tous les autres. La routine d'un mec comme moi, c'est se lever, il y a les gosses, tu bois un café, tu essaies de faire 3 étirements, tu démarres le taf direct, tu vois. Bah ouais. Un truc super important que je vais ajouter là-dessus, si aujourd'hui, schématique, imaginons vous avez 10 d'énergie et vous dépensez 10 d'énergie et vous avez 10 d'énergie grâce à toutes vos routines et à votre quotidien bien calibré et millimétré, le jour où vous allez avoir des gosses, vous allez vous effondrer. Donc, ne dépensez pas toute votre énergie. C'est comme si je vous disais, ne dépensez pas toute votre épargne, parce que votre énergie, c'est de l'épargne. Et il y a du cash flow. Le cash flow, c'est la nutrition, l'oxygène, c'est le cash flow. Après, il y a l'épargne. Et les gens aujourd'hui, ils épuisent leur épargne. Et ensuite, ils coupent le cash flow en pensant que ça va régler leurs problèmes. Non, ça peut juste augmenter le stress. Ils vont carburer au stress en mode survie. Et au bout de 3 mois, ils s'effondrent. Je ne l'avais pas encore trouvé celle-là. Je vais la réutiliser. Je vais en faire une. Ouais, Non, j'aime bien ton parallèle entre j'aime beaucoup l'économie et la finance et la santé mentale. Ouais. J'aime beaucoup l'analogie. Question d'après, on parlait d'Andrew Tate tout à l'heure. Il s'était fait connaître, notamment, je crois que c'était en 2019-2020, en disant que la dépression n'existe pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Andrew Tate fait partie de ces gens qui ont une structure de personnalité où ils sont dans le déni de la faiblesse. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans le monde, en étant tout le temps fort pour ne pas être faible. Et donc c'est normal qu'ils disent ça. Ça l'arrange dans son mécanisme égotique. Mais la dépression existe, tout comme le burn-out. La dépression, c'est un dérèglement des neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, GABA, ocytocine. Le burn-out, c'est une incapacité à produire du cortisol et de l'adrénaline tellement on a tiré sur la corde. Donc tout ça existe, c'est juste qu'il y a des gens qui sont moins sujets que d'autres parce qu'ils sont plus résistants. Encore une fois, on est tous inégaux. Et il y a des gens qui ont plus d'intérêt que d'autres à penser qu'elle n'existe pas. Je me permets de mettre mon grain de sel encore une fois. Je trouve ton approche intéressante. Moi, je la reconnais dans le sens où j'aime bien ce que tu dis et ce que tu fais. Je pense qu'il y a vraiment de la substance parce que les gens prennent toujours le stress comme étant quelque chose qui est de l'ordre du cerveau analytique, celui qu'on a dans le crâne. Or, ce que tu n'arrêtes pas de répéter depuis tout à l'heure avec faire en sorte qu'on ait tout ce qu'il nous faut, de bien se reposer, etc., c'est plutôt des choses qui traitent le fond, c'est-à-dire le cerveau qu'on a dans le ventre, quoi, parce que c'est le premier cerveau. Il y a aussi des neurones dans le cœur. Exactement.
et j'avais remarqué, j'avais repéré ce sujet-là il y a assez longtemps. C'est un super rabbit hole. C'est qu'il y a énormément de choses, y compris qui se passent dans notre cerveau analytique, qui sont dépendantes de ce qui se passe dans notre cerveau digestif, qui est au passage probablement notre premier cerveau en réalité. Oui, j'irais même plus loin. À l'échelle de l'évolution, le cerveau analytique, il est extrêmement récent, c'est le stagiaire. Et aujourd'hui, avec notre petit ego, qui est juste un mécanisme pour nous permettre de survivre, notre petit ego pense qu'avec notre mental et notre capacité d'analyse, on va réussir à tout comprendre et on va réussir à À changer tout le reste. à mieux fonctionner. Mais en fait, c'est ridicule. C'est comme si dans une boîte, je te dis, il y a une décision importante à prendre, tu la donnes au stagiaire ou au mec qui est là depuis 40 ans. Le mec qui est là depuis 40 ans, c'est l'intelligence des tripes, de l'instinct, de l'intuition et l'intelligence du cœur. Donc en fait, le cerveau est un très très mauvais maître. Il est un très bon serviteur, le mental. Et on fait tous cette erreur de croire que c'est lui qui pilote, alors que pas du tout. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, dites-vous bien que le cerveau crânien, c'est celui avec lequel on débat, là, on articule des idées, c'est le cerveau analytique qui a évolué, si on croit en l'évolution, ou en tout cas dont la fonction est le pilotage des membres, c'est-à-dire il est le gardien des sens, de bouger les membres, d'attraper les fruits, de les manger. Pourquoi? Pour alimenter le premier cerveau, qui est celui qui est dans les intestins. Et en réalité, peut-être que notre être n'est pas celui qui est dans le crâne, mais c'est l'assemblage du microbiote qu'on appelle le biome maintenant, et du véhicule qui est notre corps. On en a déjà parlé, je crois, dans le bunker, mais c'est vrai que souvent on parle de l'intelligence et du savoir comme lire des livres, mais c'était très juste ce que tu disais sur l'expérience de vie. Moi, je pense que l'expérience de vie va t'amener à du savoir qui va être même un peu au-dessus de ce que tu pourras apprendre dans les livres, parce que tu auras ce côté vraiment instinctif. Et parfois, tu vas apprendre autant en partant en soirée avec tes potes, en te bagarrant, plutôt qu'en lisant un livre sur de philosophie grecque. Tu vois ce que je veux dire? Et il Ouais. faut jamais sous-estimer cette intelligence du concret, cette intelligence de l'expérience et qui Tout à fait. t'amène des bons réflexes, quoi. Bien sûr, le savoir universitaire ne suffit pas, ni tout comme la qualification ou le diplôme ne suffisent pas, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui on attribue de la crédibilité. Ça me Vas-y, rappelle vas-y. encore un dicton qui dit une tête bien faite sur un corps bien fait. Il y a une remarque là à laquelle je dois répondre. Eric Théory qui dit: c'est pas pour rien que les Shaolin tabassent le corps pour renforcer l'esprit. Les Shaolin tabassent le corps pour mieux briser l'esprit, pour que l'individu soit suffisamment dissocié de lui-même, pour qu'il puisse accepter de souffrir et de se sacrifier, parce que la nature en a rien à foutre que tu sois heureux, et les sociétés se sont développées sur le sacrifice de l'individu pour être capable de supporter la vie et tout ce qui est difficile dans la vie. Mais nous, le travail qu'on fait, c'est justement de rassembler l'individu, de faire en sorte qu'il se réconcilie avec lui pour qu'il puisse faire les choses depuis un plein de soi en étant un et sans se sacrifier et sans devoir se couper de lui-même pour faire les choses, justement. Donc, non, tabasser le corps pour renforcer l'esprit, c'est de la Et dernière question, chaque semaine, on demande à notre invité de poser une question au mec de la semaine d'après en ne sachant pas qui il est. La semaine dernière, on avait Louis qui était à Buenos Aires. On a parlé d'hygiène numérique, de cybersécurité et d'expatriation en Argentine. Et il te posait la question, est-ce que tu t'es déjà fait hacker ton téléphone ou ton ordinateur? Et si oui, comment? Je crois pas, hein. Pourtant, je suis pas du tout exemplaire. Putain, Ouais. je suis vraiment pas exemplaire sur ça. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Je dois avoir de la chatte ou alors je choisis bien mes mots de passe. Je fais quand même un minimum attention, mais non, ça m'est encore jamais arrivé. Est-ce que tu peux te prêter au jeu et poser Ouais. une question? Tu as carte blanche pour le mec de la semaine prochaine. Ça peut être un truc loufoque, ça peut être un truc lié à ton business ou à ce qu'on a parlé ce soir. Ta carte blanche, n'hésite pas, hein, tu peux y aller. C'est pas facile quand t'as pas prévu de poser une question comme Je suis ça. con parce que je sais que vous faites ça en plus à chaque fois. J'aurais dû préparer. J'aurais préparé un truc de ouf. Du Et coup, je vais faire un c'est truc pour ça que meilleur. tu vas lui poser une question à la con. Mais non, mais mets-toi pas la pression. Tu peux lui poser Euh, une question à la con, genre quelle est sa routine du matin ou je sais pas, tu vois. J'ai une question vraiment à la con. Si elle est trop à la con, j'en fais une autre. Mais ma question c'est, à votre avis, pour répandre le virus qu'est cette casquette à l'échelle dans la société française, est-ce qu'il faut mieux que j'écrive taxer EZ, donc c'est vraiment taxer, on impose, voilà, voilà, ou taxer ER, genre on propose l'idée comme ça. J'arrive pas à me décider. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, tu auras peut-être un élément de réponse si jamais tu veux vendre ces casquettes-là sur ton site, tu vois. Ouais, je les vends. Ah oui, bah tu les vends déjà. Bah super, bah voilà, fais ta pub. Est-ce En que tu fait, peux
Est-ce que tu peux Ouais, dis-moi. expliquer le message pour ceux qui ne le comprendraient pas? Taxer l'État, tu vois, c'est contre-instinctif. Peut-être c'est fait pour qu'on se pose des questions. Taxer l'État, c'est un filtre d'intelligence. Non, pas que d'intelligence, parce que Stéphane Jarre est très intelligent, mais il a pris le truc au pied de la lettre. Il m'a dit, mais on peut pas taxer l'État. Je suis dit, putain, mon pauvre Stéphane, on va pas aller bien loin. Mais bref, taxer l'État, je trouve que c'est comme une blague absurde. C'est comme un épisode de South Park. C'est un peu genre, oh bah, l'État, il a tout pris, donc c'est l'État qui a tout l'argent. Du coup, on va taxer l'État, comme ça, on a l'argent, tu vois. Pour moi, c'est du même niveau d'absurdité, de bêtise et de Truman Show que la situation dans laquelle on vit. Et donc, je trouve ça très drôle. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a des gens complètement fous comme moi qui comprennent ce second degré et qui, à mon avis, sont des gens avec qui je m'entends très bien. Et donc, c'est pour ça que je veux répandre ce truc pour croiser ces mecs dans la rue et je sais que je pourrais aller leur parler et avoir une conversation intéressante. Et en même temps, il y a des mecs qui comprennent rien à rien, qui vont le prendre au pied de la lettre ou qui vont s'en offusquer, genre taxer l'État, t'es un libertarien, machin. Ça m'est déjà arrivé de me faire alpaguer comme ça. J'étais avec Bhaskar d'ailleurs. Ah ouais. Et donc, c'est le message qui, pour moi, le fait le plus jaser, le plus parler. Et c'est une blague, je trouve ça marrant, c'est absurde. Et en même temps, je trouve que le message est assez clair. Enfin, Je trouve que c'est un message qui pousse à la réflexion. Au moins, si on le ouais. comprend pas, tu vois, on va s'y attarder et peut-être à la discussion. Donc, pourquoi pas. C'est ce que je me Et pourquoi pas taxons l'État? Il y a Eric qui nous dit ça. Taxons, taxer, taxe. Ou taxe l'État. Ça peut Taxon, passer ça par marche, mais tu vois, ça fait une lettre de plus. Et donc, ça Ouais. fait que j'ai du mal parce que je suis en inversé. Non, non, Le je capte. premier mot, du coup, il Sera va plus être long. plus large que le deuxième. Et du coup, ça va pas faire bien. C'est mon côté perfectionniste. Ouais. Ok. Voilà. En tout cas, si vous voulez, j'ai créé un faux politicien sur Instagram qui s'appelle Bertrand Conta, comme comptabilité. Et donc Bertrand Conta, il est en campagne pour l'élection présidentielle de 2027. Et son fétiche, son accessoire de campagne, c'est la casquette taxer l'État. Et voilà, je déroule sa vie virtuelle sur Parce que alors, Instagram. c'est une casquette qui est en velours quand même, donc ça a l'air sympa, ça a l'air assez Attends, classe quand même. on Il rigole y a un pas, petit hein. côté un peu bobo du 11e Ouais, un petit peu. arrondissement, j'aime bien. Mais je vais la décliner pour pouvoir toucher toutes les classes sociales et tous les groupes d'appartenance, parce que sinon, Ouais, parce que on faut que tombe tu dans en les aies une mêmes pour travers. faut que tu aies une pour le redneck en mode trucker, tu sais, comme la mienne là. Faut que tu en Ouais, aies une pour le mec qui met des trucs à exactement. l'américaine, Et il m'en faut une rouge qui rappelle celle de Trump aussi, évidemment. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as des choses que tu voudrais passer avant qu'on rende l'antenne? Un mot pour la fin? Pour moi, le plus important, c'est presque christique comme message. C'est que le seul truc dont vous avez besoin, c'est de réapprendre à vous aimer et à vous réconcilier avec vous-même, et tout va se dérouler tout naturellement et de manière très fluide après. J'aime C'est beaucoup. un beau message, hein. Ouais, c'est Enfin, un beau message. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais, parce que les gens sont trop habitués au jubilé. Là, tu vois, on a crucifié Jack Lang pour pour les péchés du Mossad. Il faudrait pas que les gens commencent à se crucifier pour essayer d'aller mieux. J'ajouterais. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'est un message qui a un petit contre-pied par rapport à ce qu'on voit beaucoup en ligne. Donc, je trouve que c'est pertinent. Ça donne un petit peu de pushback. Le plus facile, la manière la plus simple de manipuler les gens et de leur faire accepter d'être traités comme des sujets, enfin comme des objets, et de se comporter de manière, de faire preuve de perversité avec eux, c'est ce que font nos élites. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est que les gens se traitent eux-mêmes comme des objets. C'est ce que les gens font, et ils trouvent ça marrant. D'ailleurs, c'est un autre débat. On va pas aborder ce truc-là maintenant, mais l'homme moderne travaille plus que le paysan du Moyen Âge. Bien sûr. Je vous conseille une excellente vidéo là-dessus. Je te front-run, Arty. Je vais répondre à GG. Vas-y. C'est parce que l'homme paysan du Moyen-Âge avait une approche systémique de la société et son travail s'inscrivait dans le cycle des saisons, dans les cycles lunaires et aussi en harmonie avec le reste de la société. C'est-à-dire qu'il y avait des cyclicités, des périodes de fête, c'est la fête de la courge, c'est le solstice d'hiver, je ne sais pas quoi. C'est des choses qu'on a complètement perdues. On n'a plus aucune cyclicité, plus aucune harmonie. On ne vibre plus à la même fréquence les uns avec les autres. Il y a plus de rituels. Et en tant qu'humain, on s'extrait des cycles naturels de la nature et de la société. Voilà, ça, c'est un truc que je remarque. On pense qu'on peut travailler sous lumière bleue tous les jours assis H24 sans jour férié, sans rien faire et sans faire des choses qui nous réunissent et qui créent du lien. Je pense que c'est complètement faux. Je pense que l'audience le sait aussi. C'est pour ça qu'on recrée du lien avec la communauté Le Bunker. On a un groupe Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Je suis pas dessus. Et d'ailleurs, tu n'es pas encore dessus, je vais t'ajouter. Et d'ailleurs, on a des surprises qui vont dans cette direction, qui sont en cours de travail. Voilà.
Mais on t'a coupé par rapport aux paysans du Moyen-Âge. Tu avais un truc à rajouter peut-être? Oui, je voulais Ouais. juste dire, il y a une vidéo YouTube sur laquelle je suis tombé là, sur le Discord de Bhaskar qui s'appelle Le travail est un dogme. C'est un mec qui a pas beaucoup d'abonnés, qui est tu sais, le teint assez pâle, un peu blond avec les cheveux bouclés et qui a des lunettes. La vidéo dure 37 minutes. C'est excellent et ça vous démontre en gros comment est-ce qu'on s'est fait baiser. Il parle aussi pas mal des théories d'Henri Laborie et tout. Vraiment, la vidéo elle est géniale alors qu'elle a que 500 vues. C'est une vidéo qui est assez exigeante intellectuellement. C'est pas de la distraction, mais c'est génial. Je vous conseille d'aller voir ça. Tu pourras nous la Ouais, forward sur Signal, on la chaud mettra en patate de voir description. ça. Vas-y, je vous envoie ça. D'accord. Et puis, Mais en tout cas, sur le sujet des paysans, enfin du Moyen Âge, etc. Ouais, je me suis renseigné sur le sujet, j'ai regardé ouais, pas oui. mal de vidéos aussi, et il y avait vraiment cet aspect-là du rythme, du jour, de la nuit, du rythme des cloches de l'église, du rythme des saisons, etc. Et en fait, il y avait ce côté-là harmonieux et pas travailler contre la nature quelque part. Complètement. Et Il y a on en beaucoup revient de à cette notion de systémique. ouais. Il y a beaucoup de Je- manipulations hein, sur le. Vas-y, finis, pardon. Le fait d'être connecté à son environnement. L'environnement, c'est un système plus vaste qui t'inclut toi en tant que sous-système. Le système environnement, tu es inclus dedans en tant que sous-système. Et donc, si tu renies les cycles du système qui t'inclut toi, tu vas dysfonctionner. Et ça rejoint le rythme du soleil, les saisons, etc. Enfin, tout ça, c'est encore une fois du bon sens. Ok, on va rendre l'antenne. Merci beaucoup, Arti, de t'être prêté au jeu. Je pense que tu repasseras avec grand plaisir, hein, parce que j'ai eu l'impression qu'on a manqué de temps pour aborder tous les sujets Mec, dont je parlais avec toi. il nous faudrait 8 heures là, je le sens. C'est clair. Et Comme vous puis, voulez. et puis, de toute façon, il y aura les rediffs. Et si tu veux rejoindre le Telegram, c'est avec plaisir. Il y a beaucoup de nos anciens invités qui sont dedans. Ouais, bah vas-y, envoie. Je suis très chaud. Très intéressant. Voilà. Et rejoins la diaspora. Et puis voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des likes, à suivre le Instagram surtout de Adomeos et la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver la formation qu'il a open sourcée, rendue gratuite sur sa chaîne YouTube. Et voilà, c'est tout pour moi. Je pourrais répondre aux commentaires sous la vidéo YouTube. Bah, j'irai faire ça parce que là, il y a plein de trucs auxquels j'ai pas répondu. J'aurais bien aimé répondre. Je le ferai sur YouTube directement. Ça marche. Merci à vous, les Allez, gars. C'était incroyable. bonne soirée, Merci à les gars. Ciao, merci à toi.